Difficile de savoir si un œuf est encore bon, surtout si on ne voit plus la date de péremption sur le carton. Si tu veux faire un œuf dur mais qu'il traîne depuis longtemps dans ton frigo, assure-toi qu'il ne flotte pas dans l'eau. Les œufs frais ou relativement frais coulent. Si tu dois faire des œufs brouillés, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de sentir l'odeur des œufs pour savoir s'ils sont encore bons. Ne jette pas les tomates fendillées. Jette-y d'abord un coup d'œil un peu plus attentif. Oui, les grandes fentes dans les légumes peuvent être dangereuses puisqu'elles attirent les mouches et favorisent la formation de moisissures et le développement de bactéries. Mais les petites craquelures ne te feront pas de mal. Si tu es particulièrement prudent, il suffit de couper la partie fissurée et d'utiliser le reste du fruit, sauf en cas de mise en conserve. Les tomates risqueraient d'exploser. Les bananes, les pommes et les pommes de terre brunissent et il n'y a aucun mal à ça. C'est un processus complètement naturel. Quand ces aliments sont exposés à l'air, l'intérieur s'oxyde, d'où le brunissement. Il y a une façon de prévenir cette réaction. Tu peux mettre un peu de jus de citron sur tes pommes par exemple. Tu peux aussi simplement les mettre au frigo. Imagine, tu rentres chez toi après avoir été au supermarché. Ton sac de courses se casse et tous tes achats se répandent sur le trottoir. En rentrant chez toi, tu remarques que tes légumes sont bien abîmés. Fais-moi confiance, ce n'est pas un problème. Oui, leur structure est endommagée, mais ils sont encore parfaitement comestibles. Il vaut mieux cependant éliminer les parties abîmées, puisqu'elles sont propices au développement des microbes. On dirait que cette pastèque vient de se faire tatouer. Le résultat est vraiment cool, mais les pastèques ne vont pas chez le tatoueur, et la seule décoration que les commerçants peuvent y ajouter, c'est un code barre. Ce motif indique que la pastèque est en quelque sorte malade. Officiellement, il s'agit du virus mosaïque et il se développe sur des citrouilles et autres légumes. Bonne nouvelle, tu peux encore manger ta pastèque et le virus ne te fera pas de mal, à moins que tu ne fasses partie de la famille des cucurbitacées et que tu sois une citrouille ou un potiron. Oui, ça paraît fou, mais ton lait pasteurisé fermenté ne va pas te faire de mal. Tu n'aimeras probablement pas l'odeur et si vraiment l'odeur ne te convainc pas, tu peux t'en servir pour faire du fromage maison ou des pancakes. Fais confiance à ton instinct. Si tu ne le sens pas, jette-le. Il vaut mieux éviter de prendre des risques avec les produits laitiers. En ce qui concerne le lait végétal, certaines personnes pensent que dès qu'il caille, il est à jeter. Ce n'est pas tout à fait le cas. Secoue-le bien, sens-le et tu verras qu'il est probablement encore bon. Le vert est souvent synonyme de fraîcheur, mais rappelle-toi qu'il peut être aussi synonyme de toxicité. Les parties vertes des pommes de terre, leurs bourgeons et leurs yeux sont naturellement toxiques. Peu importe combien de temps tu fais frire tes frites, il y aura toujours des toxines. Voici deux choses qu'il faut absolument éviter dans les pommes de terre, la couleur verte et un goût amer. Tes pommes de terre sont vertes, elles ont un goût bizarre, n'hésite pas à les jeter. Les germes n'indiquent pas que tes légumes sont en train de fleurir, ils indiquent qu'ils sont un peu trop vieux. Tu sais ce que ça veut dire ? Eh oui, c'est l'heure de les jeter. Bonne nouvelle pour les passionnés de pâtes. Les pâtes sèches ne périment pas, jamais, ou presque. Bon, le vrai aliment éternel, c'est le miel, mais les pâtes sont aussi très bien placées sur l'échelle de la longévité. Elles n'aiment pas trop l'air et l'humidité, donc il vaut mieux conserver des boîtes de pâtes fermées qui dureront environ 2 ans, alors que des paquets de pâtes ouverts dureront environ 1 an. Tu profites de tes vacances aux Caraïbes. La nature est luxuriante. Regarde cet arbre plein de fruits délicieux. Tu veux en cueillir un ? Pop, 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 pas si vite. Il y a même un panneau qui dit « Mancenillier, toxique ». Et oui, le panneau est aussi traduit en espagnol et en allemand pour que tout le monde soit au courant. Ces fruits ressemblent à de simples pommes, mais à moins que tu ne veuilles mettre fin à tes jours parce que tu as fait tout ce que tu voulais dans la vie, il ne faut surtout pas en manger. Il ne faut pas les toucher non plus, et ne t'approche surtout pas de l'arbre. Oui, presque toutes les parties de cet arbre peuvent te faire du mal. Il y a un autre problème, c'est vraiment compliqué de s'en débarrasser. Lorsqu'on coupe l'arbre, un liquide blanchâtre jaillit du tronc. Le résultat est peu réjouissant, des cloques et des brûlures. Petit bonus, si une goutte de ce liquide entre en contact avec tes yeux, tu vas devenir aveugle pendant quelques temps. Bonne nouvelle, il existe tout de même une technique pour contrôler ces arbres. Il faut d'abord les brûler à la base, en restant de préférence à distance. L'arbre tombe et il faut le laisser sécher au soleil pendant quelques temps. Une fois sec, l'arbre peut être coupé sans danger. Il existe d'ailleurs des meubles en bois de mancenillier qui ne sont pas dangereux, étrangement. Voici un ballon de foot, et voici le fruit du football.
Le premier peut te faire du mal si tu t'en prends un dans la tête, mais le deuxième est légèrement plus dangereux, même s'il n'en a pas l'air. Le fruit du football est un autre exemple d'aliment à éviter. Les chefs doivent vraiment connaître toutes les caractéristiques des aliments. Les graines de ce fruit sont hautement toxiques. Malgré tout, les gens ont appris à utiliser les parties vénéneuses pour des raisons médicales et même en cuisine. Par exemple, le fruit du football est utilisé contre les parasites et pour conserver le poisson dans les Philippines. Le guacamole, c'est meilleur quand c'est fait avec des avocats bien crémeux. Mais parfois, ces avocats bien mûrs ont des points ou des lignes marron dans la chair. Pas d'inquiétude, ils sont toujours comestibles, mais le goût ne sera pas des meilleurs. Si tu veux faire une salade d'avocat crevettes, attention à ce trait marron sur le dos des crevettes. C'est leur tube digestif. Et en le cuisant, il se défait de toutes les bactéries. Mais ça donne pas envie, n'est-ce pas? Ah, et c'est quoi ce machin blanc plein de trous dans ta mangue? Ce n'est pas le noyau, mais ça y ressemble. En réalité, il s'agit simplement d'une partie de la mangue particulièrement riche en féculents. C'est comestible, du moins tout autour de la partie blanche. Tu coupes une pêche en deux. Le noyau est bizarre. La zone tout autour est toute bosselée et le noyau lui-même s'est fissuré. Ça, c'est rigolo. Cette fissure dans le noyau est probablement apparue quand la pêche était encore sur l'arbre. Et toute cette matière bizarre juste autour est le signe que la pêche a essayé de réparer les dégâts. Encore une info sur les pêches. Les points noirs sur la peau. Je mange ou je jette? Je mange. Mais n'oublie pas de l'éplucher avant. Si la chair de la pêche a l'air tout à fait bonne, n'hésite pas à la manger. Encore une fois, suis ton instinct, et ton nez aussi probablement, et ta langue. Si le goût est normal, il n'y a aucun problème. Ça, c'est une question fréquente. La tavelure, elle ne pose aucun problème, même s'il s'agit d'un champignon. De l'extérieur, ce n'est pas particulièrement appétissant, mais on s'en fiche. L'important, c'est que la pomme soit toujours délicieuse. Encore une fois, il vaut mieux enlever les parties touchées. Et que se passe-t-il si les fraises dans ton frigo sont mouillées et qu'on dirait qu'elles trempent dans du jus? Alors oui, ça c'est un signe, il faut s'en débarrasser. Elles ont traîné dans ton frigo trop longtemps et elles sont vulnérables aux germes. De plus, elles n'auront pas le même goût que quand elles étaient fraîches et belles. Envie d'un peu de saumon? Ah oui, si tu le fais cuire au four ou à la poêle, tu remarqueras une substance blanchâtre qui émane de la chair. Tu sais ce que ça veut dire? Prends tes couverts et prépare-toi à te régaler. Cette substance est composée de protéines coagulées et elle est parfaitement comestible. Bon appétit! Tu te souviens? Il ne faut pas manger de pommes de terre germées. Oui, mais les patates douces germées sont encore bonnes à manger et le goût ne change pas. En réalité, même les germes sont comestibles. Mais bon, soyons prudents et jetons-les quand même dans le doute. L'anomalie de la mer Baltique. En 2011, une équipe de plongeurs est descendue tout au fond de la mer Baltique, au nord. Ils partaient à la chasse au trésor. Mais ils ont découvert un objet plutôt bizarre. Ils ont pris des photos qu'ils ont ensuite partagées et certaines personnes ont cru qu'il s'agissait du vaisseau spatial d'une civilisation inconnue. D'autres ont pensé qu'un phénomène naturel avait donné forme à cet objet. Mais les métaux à l'intérieur de la structure ne pouvaient pas avoir été formés naturellement. Aujourd'hui, certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un objet datant de la période glaciaire. Peut-être même d'une météorite qui s'est retrouvée prise dans la glace à cette époque. Un maelstrom est un tourbillon, une sorte de puissant courant rotatif qui se forme lorsque deux courants se rencontrent, créant un vortex circulaire. Même les intrépides vikings avaient peur des maelstroms. Leur puissance était telle qu'ils pouvaient faire couler de très grands navires. Ces tourbillons restent dangereux aujourd'hui encore. Mais heureusement, les grands bateaux modernes ne craignent plus grand-chose. Ils sont désormais capables de résister à cette puissance. Cependant, un paquebot qui croise le chemin d'un maelstrom sera généralement exposé à des vagues si massives qu'il en sera violemment secoué. La force de certains maelstroms est si formidable qu'on les compare parfois à des sortes de trous noirs. Et non, les trous noirs n'appartiennent pas seulement à l'espace intersidéral. On les trouve ici même, sur notre planète, sous la forme de tourbillons océaniques. Ce qui les rapproche de ces monstres célestes, c'est le fait que rien de ce qu'ils capturent ne peut leur échapper. Ces trous noirs sous-marins peuvent faire jusqu'à 150 km de diamètre. Si tu te retrouvais pris dans l'un d'eux, tu ne t'en rendrais sans doute même pas compte, leur influence s'étend bien au-delà de ce que l'on peut détecter. À cause de leur taille, ils échappent même aux équipements les plus modernes.
Voici quelque chose de plus reposant. La prochaine fois que tu vas à la plage, ouvre grand les yeux et tu verras peut-être ce phénomène optique qu'on appelle le flash vert. Tu peux le voir un peu après le coucher du soleil ou juste avant son lever. Il se produit lorsque le soleil se trouve presque complètement sous l'horizon, mais que son bord supérieur est encore visible. Pendant 1 ou 2 secondes, la couronne solaire te semblera verte. Car, en réalité, tu observeras le soleil au travers des parties les plus épaisses de l'atmosphère, tout en bas du ciel. Tandis qu'il descend sous l'horizon, sa lumière se réfracte dans l'atmosphère, ou se courbe et se disperse. Choisis une journée claire, sans nuages ni brume à l'horizon, et tu pourras constater ce phénomène. Tu étais impatient de te baigner, mais en arrivant à la plage, tu vois que l'océan est rouge. Mieux vaut éviter de faire trempette. La Floride est célèbre pour ses marées rouges. Cela se produit lorsque la concentration de l'algue Karenia brevis est supérieure à la normale. La plupart des algues dans les eaux marines, les rivières et les lacs sont sans danger pour les animaux et les humains. Elles nous aident même. Elles sont en effet une grande source d'oxygène. Mais certaines, comme celles qui donnent cette teinte rouge à l'océan, peuvent être extrêmement dangereuses pour la faune aquatique, pour les tortues de mer, les poissons et les oiseaux marins. Ce type d'algues peut se développer de façon incontrôlée et produire des neurotoxines très nocives pour les humains, surtout pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Ces personnes doivent à tout prix éviter les zones de marée rouge, surtout lorsque les vents puissants poussent les algues vers le rivage. Les volcans peuvent émettre des gaz toxiques, des cendres et une lave rougeoyante. Ces dangers sont bien connus des hommes depuis des siècles. Mais les volcans sous-marins peuvent aussi être dangereux. Parfois, ceux qui sont situés dans des eaux peu profondes révèlent leur présence en projetant des débris de roches et de la vapeur très haut au-dessus de la surface. En raison de la présence de l'eau, leurs effets seront différents de ceux qu'on trouve sur la terre ferme. Lorsqu'ils entrent en éruption, de l'eau de mer peut pénétrer dans leurs évents. La lave peut se répandre sur le plancher océanique, parfois même se déverser depuis des volcans terrestres. Lorsqu'elle entre dans l'eau, elle se refroidit si rapidement qu'elle peut passer à l'état de gravats et de sable. On trouve des débris volcaniques en grande quantité dans ces zones. Tu as déjà vu ces étranges plages de sable noir à Hawaï? Elles sont le résultat de cette activité. La lave et les puissantes éruptions représentent un danger évident. Mais les volcans sous-marins, dans les eaux profondes, sont tout aussi dangereux, même quand ils n'entrent pas en éruption. Ils produisent des poches d'air. Ces bulles diminuent la densité des eaux environnantes, ce qui peut même provoquer des naufrages. Le pire, c'est que lorsque tu regarderas la surface de l'océan, tu ne sauras pas qu'un danger t'attend. Tu ne verras pas ces poches d'air qui peuvent déséquilibrer même de très grands navires. Et ce, sans crier gare. La mer croisée est un phénomène rare, beau à observer mais aussi très dangereux. C'est quand on voit des vagues carrées. Elles sont assez fréquentes dans les zones peu profondes de l'océan. Tu peux observer ce phénomène près de l'île de Ré ou depuis les plages de Tel Aviv, mais aussi dans de nombreuses autres zones du monde entier. Cela se produit lorsque 2 systèmes de vagues se propageant dans 2 directions différentes viennent se croiser. Elles forment alors un motif en damier. Cela arrive en général après le passage d'un front atmosphérique. Et cet état de mer se structure en une grande quantité de flux directionnels. Ces vagues peuvent être dangereuses pour les nageurs et les plaisanciers. Les vagues produites par les forts courants océaniques peuvent être imprévisibles et mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. On les appelle parfois des murs blancs. Leur puissance est telle qu'elles peuvent faire chavirer des bateaux de grande taille. Si tu remplis un verre avec de l'eau de mer et que tu regardes avec attention, tu y verras des quantités de très petites particules. L'eau de mer contient des sels dissous, des graisses, des algues, des protéines et d'autres débris de matière artificielle et organique. Si tu secoues ce verre, de minuscules bulles apparaîtront à sa surface. C'est ainsi que l'écume de mer se forme, lorsque les vagues et les vents agitent l'océan. Lorsque l'écume de mer est épaisse, cela peut être dû à une grande concentration d'algues. Lorsque les algues se désagrègent dans la mer, leur matière dérive souvent vers les rivages. En général, l'écume de mer n'est pas dangereuse pour les humains. Mais lorsqu'elle contient des algues décomposées, elle peut être nocive pour notre environnement. Il peut arriver que des poches d'air éclatent et libèrent les toxines qu'elles contiennent. Cela peut causer une irritation des yeux ainsi que d'autres problèmes de santé.
Les mascarets se produisent dans l'embouchure et le cours inférieur de certains cours d'eau. Une marée puissante va à la rencontre du courant et repousse le fleuve. Les mascarets font partie de la catégorie des ressauts hydrauliques, un changement soudain du niveau de l'eau. Il s'agit d'une poussée positive, ce qui signifie que la vague remonte le courant du fleuve, rendant sa masse beaucoup plus importante. Un raz-de-marée négatif, c'est lorsque le cours d'eau devient soudainement très peu profond. Tu ne verras pas de mascarets partout. Le fleuve doit être assez peu profond et son embouchure doit être assez étroite. La zone où la mer et le fleuve se rencontrent doit être plate et large. De plus, la zone située entre la marée basse et la marée haute doit faire au moins 6 mètres de large. Bien sûr, il y a quelques exceptions, comme pour l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. L'embouchure de l'Amazone n'est pas étroite, mais il s'y produit quand même des mascarets. C'est parce que son embouchure est peu profonde et comporte de nombreux bancs de sable et autres îles basses. Ce mascaret est la raison pour laquelle l'Amazone ne possède pas de véritable delta. L'océan Atlantique emporte rapidement ses sédiments, empêchant une telle formation. Les mascarets sont souvent imprévisibles et peuvent être extrêmement violents. Il arrive même que l'eau du fleuve passe d'une couleur verdâtre ou bleue à une couleur brunâtre. Ils peuvent endommager la végétation et même arracher les arbres. Ainsi, les sports de loisirs comme le kayak et le surf peuvent être dangereux dans ces zones. Mais si tu veux simplement observer un mascaret d'un peu plus près, fais attention. Il pourrait littéralement dérober le sol sous tes pieds et t'emporter dans ces eaux agitées. Ne pas laisser des objets de valeur ou une barre de chocolat dans une voiture peut sembler évident, mais il y a d'autres choses que les gens négligent souvent. Voici ce à quoi il faut faire attention avant de quitter ta voiture. Le numéro 1 est la bombe à aérosol. Lac pour cheveux, déodorant, peinture en bombe, nettoyant ménager et autres. Au dos de ces flacons, tu remarqueras peut-être une recommandation de température de stockage. Si tu n'y prends pas garde, voici ce qui peut arriver. Comme ces canettes sont sous pression, elles deviennent plus sensibles à la température. Ce qui se trouve à l'intérieur de l'aérosol peut se dilater, ce qui peut entraîner une fissure. Et ensuite, le flacon peut exploser. Une température supérieure à 49 degrés est déjà dangereuse à cet égard. Or, il peut facilement faire aussi chaud que ça dans ta voiture par une chaude journée d'été. Des chercheurs américains ont découvert combien de temps il faut à une voiture pour se transformer en fournaise par une journée chaude. En 1 heure, l'intérieur d'une voiture garée au soleil atteint facilement 35 degrés. Et généralement plutôt autour de 47 degrés. Donc, si tu veux que ta voiture soit en un seul morceau et en état de marche, n'y laisse pas de bombe aérosol. Le deuxième objet de notre liste est la crème solaire. Elle est vitale pour ta peau car elle diminue le risque de complications cutanées et prévient le vieillissement de la peau causé par le soleil. Cela inclut les rides, le relâchement et les taches de vieillesse. Mais si tu laisses un flacon de crème solaire dans ta voiture, elle est exposée à des températures élevées, ce qui peut finir par raccourcir sa durée de vie. Si tu retrouves une crème solaire qui a tourné, tu pourrais remarquer une drôle d'odeur lorsque tu ouvres le bouchon. De plus, la chaleur peut provoquer l'ouverture du bouchon et la substance collante se répandra partout dans la voiture. La même règle s'applique au rouge à lèvres et autres produits cosmétiques. Viennent ensuite les bouteilles en plastique. Il y a 2 raisons pour lesquelles tu ne dois pas les laisser dans ta voiture. Premièrement, une bouteille d'eau en plastique peut agir comme une loupe, grossissant les rayons du soleil et déclenchant un incendie. Des pompiers de l'Oklahoma ont mené une expérience qui a confirmé que le danger d'incendie était réel. David Richardson, membre de la brigade, a affirmé que cela peut se produire si le faisceau lumineux est suffisamment focalisé. La deuxième raison est liée à ta santé. De nombreuses bouteilles en plastique contiennent du bisphénol, un composé potentiellement toxique. Les niveaux de BPA peuvent augmenter à haute température, et cela peut être nocif pour ton corps. Or, il y a un risque que ce produit chimique se retrouve dans ta boisson après avoir laissé la bouteille à l'intérieur du véhicule. Parlons maintenant des piles. Elles peuvent perdre leur capacité à fonctionner à pleine puissance lorsqu'elles sont laissées trop longtemps dans une voiture. Tu peux en acheter de nouvelles et résoudre ce problème, mais il ne sera pas aussi facile de résoudre le problème d'une fuite ou d'une rupture. Cela peut être mauvais pour ta santé car l'acide de la batterie est dangereux lorsqu'il est inhalé et très corrosif. La raison des fuites est à nouveau liée aux températures élevées. Les fabricants de piles recommandent de conserver des produits à température ambiante. Le suivant est partiellement lié aux piles. Il s'agit de l'électronique.
As-tu déjà réalisé à quel point ton téléphone peut devenir chaud lorsqu'il est exposé au soleil? Tu es en train de conduire et, disons, de regarder le GPS sur ton téléphone. Même dans cette situation, ton téléphone peut surchauffer. Alors, que va-t-il lui arriver après des heures d'exposition au soleil? Les fabricants de téléphones déconseillent fortement de laisser leurs appareils dans leur voiture, car ils pourraient s'éteindre, être endommagés ou même... boum! Les effets personnels sont une autre priorité sur la liste. Un portefeuille ou un sac à main peut venir à l'esprit en premier. Mais même un passeport ou de la monnaie que tu laisses près du siège passager suffit parfois à attirer un voleur. Mieux vaut garder ces objets hors de vue, par exemple en les rangeant dans le coffre au lieu de les laisser sur la banquette arrière. Le numéro 7 est aussi lié au vol. La vie va parfois trop vite et tu n'as pas forcément le temps de nettoyer ta voiture fréquemment. Mais laisser des détritus dans ta voiture est une erreur. Les voleurs ont tendance à rechercher des voitures à l'aspect désordonné. Ils ont tendance à penser que le propriétaire n'utilise pas fréquemment son véhicule. Qu'en est-il des plantes? Certes, il n'est pas très courant de garder des plantes dans une voiture au quotidien, mais il faut parfois les déplacer. Or, la chaleur à l'intérieur d'un véhicule peut facilement déshydrater la pauvre créature. Les médicaments sont un autre élément que tu ne devrais pas laisser dans ta voiture pendant trop longtemps. Les températures constamment changeantes à l'intérieur du véhicule peuvent diminuer l'efficacité des pilules. Les autorités recommandent de conserver la plupart des médicaments entre 15 et 25 degrés dans un endroit frais et sec. Les documents importants contenant des données personnelles ne doivent pas non plus être laissés dans un véhicule. Les formulaires fiscaux, les relevés bancaires et même les relevés de notes scolaires sont des exemples de tels documents. Un voleur pourrait commettre une fraude ou un vol d'identité en utilisant ces précieuses informations. Bien sûr, il y a aussi la nourriture et les boissons. Les experts recommandent de ne pas laisser des provisions ou des restes alimentaires dans une voiture chaude pendant plus de 2 heures, ou seulement 1 heure lorsqu'il fait plus de 32 degrés. La même règle s'applique en hiver lorsqu'il fait très froid. Les aliments en conserve, par exemple, ont un risque élevé de se détériorer. Si une boîte de petits pois, par exemple, gèle dans une voiture, l'effet sera similaire à ce qui arriverait à un soda. Laisse-la décongeler au réfrigérateur au lieu de la laisser à température ambiante. Si le produit n'a plus l'air bon ou a une odeur anormale, jette-le dans un endroit où même un animal ne pourra pas le trouver. N'essaye pas de le goûter, fais confiance à tes autres sens. Si la boîte est rouillée ou fissurée, elle doit aussi finir à la poubelle. Les œufs sont un autre exemple. Normalement, les œufs ne devraient pas être congelés. Mais supposons que tu aies oublié un sac de courses dans le coffre de ta voiture et qu'il fasse si froid la nuit que les œufs aient gelé. Mets-les au réfrigérateur avant de les consommer et fais-les bouillir pendant très longtemps. C'est ta seule option. La congélation fait que le jaune d'œuf devient épais et ressemble à du sirop. Il perd sa capacité d'écoulement naturelle et ne se mélange pas bien avec les autres ingrédients. Ne laisse jamais tes animaux de compagnie seuls dans la voiture. Et pas seulement à cause d'une éventuelle hausse de la température. Ils se sentiront mal à l'aise sans toi, leur meilleur ami. Dans leur frustration, ils pourraient faire quelque chose pour se faire remarquer ou soulager leur détresse, notamment en souillant l'intérieur du véhicule. Revenons maintenant à la saison d'hiver. Si possible, garde le réservoir d'essence de ta voiture plus qu'à moitié plein. Cela peut empêcher les conduites d'essence de geler. Cela permet aussi de démarrer plus facilement le moteur pour prendre la route le matin. De même, il est judicieux de jeter un coup d'œil à la pression des pneus aussi, car le froid peut entraîner des baisses de pression. Les températures basses peuvent endommager certains objets autant que les températures élevées. Les pots de peinture en sont un bon exemple. Il faut les sortir rapidement du véhicule en hiver. Les ingrédients de la peinture peuvent se dilater, se séparer et s'agglomérer à cause du froid. Et tu ne pourras plus l'utiliser. Les changements de temps affectent aussi les instruments de musique en bois, comme les violons ou les guitares. Les changements de température et d'humidité peuvent déformer, craquer ou fendre les instruments en bois. Les lunettes sont également affectées par les fluctuations de température. Dans une voiture chaude, les montures en plastique peuvent se tordre. Ou bien le plastique peut devenir cassant lorsqu'il fait très froid. Ne laisse pas les clés de la maison ni le bip du garage dans la voiture. C'est une pratique quotidienne pour de nombreuses personnes, mais c'est risqué car elles pourraient se retrouver entre de mauvaises mains. Pour écouter de la musique, la plupart des gens connectent leur téléphone à la voiture ou écoutent la radio. Les CD sont de moins en moins utilisés de nos jours. Mais ne les laisse pas dans la voiture non plus. Ils pourraient se déformer et tu ne pourras plus les utiliser. Y a-t-il d'autres objets auxquels tu penses qu'il ne faut pas laisser dans une voiture ?
Cet arbre hérissé de pointes sait comment tirer, alors tu ferais mieux de ne pas t'en approcher. Il s'appelle l'arbre bombardier et tu peux le trouver en Amazonie. Au départ, ses graines ont la forme d'une petite citrouille. Au fil du temps, elles durcissent et mûrissent. Mais voici la partie amusante. Juste au moment où elles atteignent leur maturité, les graines éclatent et sortent à une vitesse de 240 km/h. Elles peuvent même atteindre des distances de 18 mètres. C'est pourquoi il est si risqué de se trouver sur leur chemin pendant l'explosion. Sans oublier que les graines sont également toxiques. Au point où on en est. Bien sûr, certains arbres ne poussent pas tout à fait à la verticale. Mais un arbre complètement courbé, dont les branches touchent même le sol, c'est un spectacle à ne pas manquer. Un tel arbre, le genévrier Sabine, pousse en Espagne. Sa forme dépend du vent, car l'arbre se plie dans sa direction. Par conséquent, non seulement il a souvent une forme bizarre, mais il peut aussi en changer complètement à différentes périodes de l'année. Cet arbre flexible peut atteindre plus de 8 mètres de haut et a tendance à pousser dans les endroits les plus improbables, comme sur des rochers. Que penses-tu d'un arbre qui est aussi vieux que les dinosaures ? Découvert en 1994, le pin de Wollemi peut être trouvé dans les Blue Mountains de Sydney en Australie. Il remonte à plus de 200 millions d'années. On peut donc facilement imaginer que les dinosaures se sont promenés autour de lui. Comme ces arbres sont en voie de disparition et que seulement 100 spécimens en existent à ce jour dans la nature, les scientifiques n'ont pas envie de divulguer leur emplacement. Ils veulent s'assurer que les arbres soient bien préservés. De plus, ils sont importants pour la science, car les étudier peut nous aider à découvrir de nouvelles informations sur le passé de la Terre. L'écorce d'un arbre peut nous apprendre beaucoup de choses différentes, comme les différentes périodes de température qu'il a traversées ou son exposition à divers composés chimiques. L'arbre de vie tient son nom du fait qu'il est capable de résister à des conditions très difficiles et de prospérer tout de même. Situé dans le désert du Bahreïn, le Prosopis cineraria possède un système racinaire très profond, qui lui permet de survivre à la chaleur torride. Les scientifiques ne savent toujours pas comment il parvient à obtenir suffisamment d'eau. Il est si particulier qu'il rassemble plus de 50 000 touristes chaque année. La India dormida au Panama est une zone montagneuse qui a la forme du corps d'une jeune fille endormie. Elle fait partie d'une région plus vaste et mystérieuse appelée El Valle de Antón, près de l'un des plus grands volcans dormants habités au monde. On y trouve aussi des arbres assez bizarres, des arbres carrés. Même les cernes de ces arbres, c'est-à-dire à l'intérieur de leur tronc, ont la même forme, avec des arêtes nettement dessinées, parfois même un angle parfait de 90 degrés. Les chercheurs ont essayé de comprendre pourquoi ces arbres poussent dans cette forme particulière. Ils ont même essayé de prélever des échantillons de certains de ces arbres afin de les planter ailleurs, pour voir s'ils conservaient cette forme. Et ça n'a pas marché. Il est donc clair que la forme étrange de ces arbres a quelque chose à voir avec la vallée elle-même. Certaines personnes pensent qu'à l'origine, un agriculteur local aurait planté ces arbres dans des boîtes, les forçant à pousser ainsi afin de réduire les pertes en menuiserie, car les arbres ronds finissent souvent par être découpés en planches rectangulaires. L'un des arbres les plus anciens et les plus grands du monde se trouve dans le parc national des Séquoias aux États-Unis. Il s'agit du général Sherman et il mesure une hauteur record de 84 mètres. C'est presque aussi grand que la Statue de la Liberté. Sa circonférence est tout aussi impressionnante, puisqu'au niveau du sol, son tronc mesure environ 30 mètres de large. Quant à son âge, on ne peut que deviner qu'il a entre 2300 et 2700 ans. Comment ça va, vieille branche ? Il existe de nombreuses espèces d'arbres magnifiques, mais aucune n'est aussi frappante que l'eucalyptus arc-en-ciel que l'on trouve aux Philippines. Il a presque l'air d'être peint à la main, en raison de ses couches d'écorce multicolores. Cet arbre présente une coloration irrégulière, affichant de nombreuses couleurs à la fois, du vert au bleu, puis au violet, en passant par l'orange et enfin au brun. Il n'est pas utilisé à des fins de décoration, mais plutôt pour la fabrication de papier. En Namibie se trouve un arbre à la forme étrange et plutôt dangereux, l'arbre bouteille. Pour ce qui est de sa forme, le nom parle de lui-même, avec un tronc rond qui se rétrécit vers le haut. Mais la sève laiteuse récoltée sur cet arbre est extrêmement toxique. La légende veut que les chasseurs locaux y trempaient leurs flèches pour plus d'efficacité. Il est cependant très beau au moment de la floraison avec des fleurs roses et blanches au centre rouge. Voir un arbre tordu de temps en temps n'a rien de spécial.
Mais pour en voir une forêt entière, il faut se rendre dans la ville polonaise de Gryfino. Près de celle-ci, il y a une forêt composée de 400 arbres aux formes étranges. Ils ont été courbés grâce à une intervention mécanique. Ils n'ont pas simplement poussé comme ça, mais le but de la manœuvre reste un mystère à ce jour. Certains ont dit que c'était parce que le bois de ces arbres était destiné à la fabrication de meubles ou même à la construction de bateaux. Mais, quoi qu'il en soit, l'exploitation de cette forêt a fini par être abandonnée. Le Seiba Pantandra, ou fromager, a entrepris d'envahir les anciens temples de Taprom au Cambodge, créant une vue spectaculaire. Les branches massives de ces arbres ont été libres de pousser sur les structures depuis des lustres, tout cela remontant jusqu'au XIIe siècle. Les temples ont été depuis restaurés et sont accessibles aux touristes. Le dragonnier pousse dans les îles Canaries, au nord-ouest de l'Afrique. Les locaux disaient qu'une fois qu'un dragon meurt, il se transforme en arbre. D'une longueur impressionnante de 15 mètres, l'arbre produit une sève rouge que l'on nomme sang dragon et qui peut être récoltée à partir de l'écorce. Cette substance est encore utilisée à ce jour comme remède ou pour créer des teintures. L'un des arbres les plus grands, les plus anciens et les plus impressionnants du monde est le baobab de Sunland. Il mesure 22 mètres de haut et a une circonférence de 47 mètres. Il est situé en Afrique du Sud. Ce qui le rend encore plus spectaculaire, c'est le fait qu'il soit naturellement creux à l'intérieur. Un petit salon a donc été installé à l'intérieur de l'arbre en 1933. Au départ, il pouvait accueillir jusqu'à 20 personnes, mais il peut maintenant en accueillir jusqu'à 60, sans compter que l'arbre date d'il y a plus de 6000 ans. Le bouleau blanc s'est répandu en Scandinavie et dans le nord-est de l'Europe et a trouvé un moyen de réfléchir la lumière. Son écorce est devenue plus claire et, pendant la saison froide, lorsque ses branches gèlent aussi, le spectacle est une sorte de conte de fées hivernal. L'arbre a aussi développé un partenariat avec un champignon qui se connecte à ses racines et se déploie sous la forêt, récupérant les nutriments que les arbres ne peuvent pas atteindre. Pour ses services, l'arbre donne en retour des sucres aux champignons. Le compagnon du bouleau est toxique et ne doit surtout pas être consommé par les gens. Cette amanite est facile à reconnaître, avec son chapeau classique au sommet écarlate et saupoudré de blanc. Un festival naturel à ne pas manquer est la saison des cerisiers en fleurs au Japon. La fleur blanc-rosé est profondément ancrée dans la culture japonaise et va de pair avec un concept spirituel, Mono no Aware, qui se traduit par le fait que tout est éphémère, même si tout semble parfait et beau. Si tu te rends un jour au Japon, tu verras rapidement que le symbole de la fleur de cerisier est partout, des logos d'entreprises aux vêtements en passant par les articles ménagers. Le parc national de Yosemite, aux États-Unis, possédait autrefois une structure arboricole étonnante qui a été transformée en tunnel. Il s'agissait d'un séquoia d'une hauteur de 70 mètres. Il était surnommé Wawona, un mot amérindien qui désigne le ululement du hibou. L'arbre est tombé en 1969 à cause d'une neige abondante, mais il a survécu en tant qu'écosystème pour les animaux, les plantes et les insectes. On l'appelle maintenant l'arbre tunnel abattu. Une espèce d'arbre connue sous le nom de Pennantia baileysiana est la plante la plus rare sur Terre. Le Guinness Book des records a enregistré un seul arbre de son espèce, au large des côtes de la Nouvelle-Zélande. Il n'a pas toujours été aussi solitaire, mais les humains ont amené des chèvres sur l'île qui ont grignoté tous les autres membres de sa famille. Heureusement, les scientifiques cherchent des moyens de planter de nouveaux spécimens. Choisis toujours judicieusement lorsque tu commandes de la viande dans un restaurant, surtout quand il s'agit de cette viande hachée que l'on trouve dans la plupart des hamburgers. Pourquoi ? Parce que lorsque le morceau est haché pour atteindre la consistance souhaitée, des éléments nocifs à la surface de la viande peuvent s'infiltrer à l'intérieur, et cela peut potentiellement rendre le plat impropre à la consommation. Si l'on commande un burger plutôt saignant, il n'a pas été suffisamment exposé à la chaleur pour se débarrasser de toutes les bactéries et virus indésirables. Les pièces de viande, en revanche, sont un peu plus sûres à manger. Une fois que la couche extérieure de la viande a été saisie à haute température, elle ne devrait plus présenter le moindre risque. Les mêmes règles s'appliquent même si tu cuisines à la maison. Les spécialistes recommandent que les morceaux entiers de viande atteignent une température interne minimale de 60 degrés Celsius avant d'être prêts à être servis. Le poisson doit être chauffé à 65 degrés, tandis que les viandes hachées ont besoin d'un minimum de 70 degrés. La volaille ou les viandes précuites comme les hot dogs doivent être chauffées à au moins 75 degrés pour être sûres.
La prochaine fois que tu commanderas quelque chose à boire dans un restaurant, mieux vaut te passer de garniture. De nos jours, la plupart des boissons sont accompagnées d'une tranche de citron ou de citron vert, tandis que d'autres sont accompagnées de fraises ou même d'olives. Mais elles ne sont pas toutes bonnes à manger. C'est parce que les barmen n'ont pas toujours les mêmes règles sanitaires et la même discipline que le personnel de cuisine. Ils peuvent parfois oublier de conserver correctement les fruits avant de les utiliser, tandis que d'autres peuvent même laisser des tranches de citron sur la surface du bar pendant une longue période. Sans compter que certains d'entre eux travaillent dans des conditions de stress constants et peuvent parfois oublier complètement de se laver les mains. Contente-toi de t'en tenir à la boisson elle-même et tu seras en sécurité. Il en va de même pour l'eau du robinet. Si tu es au restaurant, tu seras enclin à te laisser tenter par l'eau du robinet du resto, puisqu'elle est presque toujours offerte par la maison. Mieux vaut s'en tenir à celle en bouteille, car elle est exempte de tout contaminant potentiel comme le chlore ou les herbicides. C'est un peu plus cher, mais cela t'évitera de consulter un médecin. L'hôtel dans lequel tu séjournes en vacances a très probablement un buffet. Tu peux aussi sauter cette étape. Pour commencer, tu ne peux pas toujours savoir depuis combien de temps un morceau de nourriture est resté dehors. De plus, tous les gens qui profitent du buffet ne respectent pas vraiment les règles. Elles n'utilisent pas toutes les fourchettes et les cuillères prévues à cet effet pour saisir les aliments. Et certains d'entre eux peuvent même être malades. Ce peut être n'importe quoi, d'un banal rhume à la grippe. Cependant, si tu ne veux pas sauter le buffet, tu peux opter pour celui qui dispose d'un chauffe-plat. Essaie aussi d'être attentif à quel type d'aliments doivent être chauds et auxquels doivent être froids. Les tranches de fromage, par exemple, ne doivent pas atteindre la température ambiante. En même temps, les soupes ou les morceaux de viande cuite doivent toujours être mangés chauds. Tu sors dîner avec des amis ? Ignore le panier à pain, tu me remercieras plus tard. Trop de pain peut être mauvais pour ton régime alimentaire. Non seulement il contient des calories vides, mais les paniers à pain sont aussi connus pour voyager de table en table. C'est vrai, ces tranches de pain n'ont peut-être pas été spécialement coupées pour toi et tes amis. Elles pourraient simplement être des restes de la table précédente. Il en va de même pour les snacks de bar. Il n'y a aucun moyen de savoir combien de personnes ont touché le popcorn ou les cacahuètes avant toi, ou combien de temps ils sont restés dehors avant de t'être servis. Essaie de ne pas commander de poisson le lundi, aussi appétissant qu'il puisse paraître. C'est parce que certains suspectent que le plat du lundi pourrait en fait être un filet vieux de 3 jours. Les marchés aux fruits de mer ne sont pas forcément ouverts pendant le week-end. Tu ne peux donc pas toujours être sûr que le poisson qu'on te sert le lundi est frais. Si ton burger local a toujours une bouteille de ketchup sur la table, essaie de ne pas l'ajouter à tes frites. Certains serveurs disent que si 2 bouteilles de ketchup sont à moitié vides, ils les mélangent parfois ensemble. Il n'y a aucun moyen de suivre la date d'expiration ou le temps que la bouteille a passé sur la table. Non seulement c'est dangereux pour ta santé, mais cela peut aussi gâcher la saveur d'un plat qui aurait pu être bien meilleur. Les amuse-gueules à volonté ne sont pas non plus tes amis. Bien sûr, il n'y a rien de mal à se faire un peu plaisir. Mais le problème est que nombre de restaurants fournissent une quantité illimitée de ces amuse-gueules. Au moment où l'on te sert le premier plat, il se peut que tu sois déjà rassasié. Pour t'assurer de ne pas manger trop, tu devrais peut-être faire l'impasse sur ces cacahuètes ou ces chips la prochaine fois. Commander une salade en entrée peut aussi sembler être une bonne idée, mais de nos jours, les salades ne sont peut-être pas l'option la plus saine. La plupart d'entre elles sont remplies de morceaux de nourriture frits ou ont beaucoup de garnitures, comme des sauces ou des noix. Ce petit bol de salade peut finir par contenir plus de calories que le plat principal lui-même. Assure-toi donc de demander au serveur quels sont les ingrédients et les quantités avant de commander. Si tu ne peux pas finir ton repas et que tu prévois de demander que les restes soient mis dans une boîte à emporter, assure-toi de rentrer directement à la maison après le dîner. Si la boîte reste trop longtemps dehors à température ambiante, les aliments risquent de se gâter. Sans compter que le goût sera complètement altéré. Donc si tu prévois d'aller faire du shopping ou de voir un film après le déjeuner, tu devrais peut-être renoncer à ce plat à emporter. La deuxième boisson la moins chère du menu de ton restaurant local a peut-être son petit secret. Bien sûr, tu peux être enclin à la commander si tu ne veux pas avoir l'air trop radin. Mais pour de nombreux restaurants, la seconde option la moins coûteuse est peut-être celle qui revient au final le moins cher. Encore mieux, si tu choisis l'option maison, elle a généralement le meilleur rapport qualité-prix. Les restaurants haut de gamme et bas de gamme peuvent te fournir des glaçons supplémentaires dans ta boisson si tu le demandes.
Cependant, ce n'est peut-être pas la chose la moins risquée, car les machines à glace ne sont pas toujours correctement nettoyées. Certains serveurs et employés de restaurants ont même admis avoir vu de la moisissure ou de la poussière s'accumuler autour de la glacière. Pour être sûr, demande simplement une boisson fraîchement réfrigérée. Elle sera très probablement scellée, et la plupart des restaurants ouvrent les bouteilles de soda juste devant toi. Tu sauras ainsi qu'elles n'ont pas été contaminées. Prendre de la crème glacée pour le dessert semble être l'option la moins calorique, mais il y a un piège. La plupart des restaurants te font payer beaucoup trop cher pour une simple coupe de glace. Pourquoi te la payer au restaurant alors que tu peux aller chercher un pot au supermarché du coin en rentrant chez toi? Si le restaurant en question ne propose pas sa propre crème glacée faite maison, essaie de choisir autre chose ou saute carrément le dessert. Nous sommes tous excités à l'idée de sortir dîner pour une occasion spéciale, mais il est préférable d'éviter les jours fériés. Ces jours-là, la cuisine est vraiment bondée, car le personnel doit remplir assiette après assiette. Cela signifie qu'ils prêteront moins d'attention aux détails à cause de la pression qu'ils subissent. Si tu veux vraiment célébrer un jour férié spécifique, choisis le jour qui le précède ou qui le suit, ou même le week-end suivant. Mais si ton restaurant a été fermé pour les fêtes, ne sois pas si pressé de réserver une table immédiatement après sa réouverture. Tu pourrais te faire servir des plats qui ont été laissés en réserve pendant un bon moment. Les vacances peuvent aussi être une bonne occasion de peaufiner tes talents de cuisinier à domicile. Tu peux aussi faire l'impasse sur certains articles du menu qui ne sont pas la spécialité de ce restaurant. Mettons que tu veux commander un steak dans un restaurant de fruits de mer. Ce morceau de viande pourrait avoir été stocké pendant un certain temps. Essaie de t'en tenir aux plats qui sont les plus populaires du menu. Voici l'île Starbuck, au milieu du Pacifique, près de la Polynésie française. Même si le nom évoque une chaleureuse odeur de café, tu n'y trouveras aucun frappuccino. L'île est pratiquement inhabitée. Elle est aussi assez minuscule, seulement 9 km d'est en ouest et environ 3,5 km du nord au sud. L'île est si petite que New York City pourrait tenir dans 18 îles de ce type. Il semble qu'il ne s'y trouve rien d'intéressant, mais Google Maps a de quoi te surprendre. Il y a quelques mois, quelqu'un a diffusé une vidéo TikTok virale sur un objet bizarre en forme de soucoupe trouvé sur Google Maps en visualisant l'île Starbuck. La vidéo a totalisé plus de 5 millions de vues en 2 jours. Le plus effrayant, c'est qu'il semble avoir laissé une longue traînée qui traverse presque toute l'île. On dirait que quelqu'un a dû freiner de toutes ses forces, mais a échoué, entraînant le crash de la prétendue soucoupe. Cela pourrait-il être une nouvelle preuve que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que quelqu'un a essayé de nous rendre visite, quelqu'un qui ne saurait pas très bien conduire? Toutes ces spéculations donnent froid dans le dos, et les utilisateurs pensaient que personne ne connaissait la véritable histoire derrière cette soucoupe et ces traces mystérieuses. Ils étaient loin de se douter qu'en 2009, un groupe d'explorateurs avait visité l'île déserte. Ils ont réalisé quelques vidéos qui ont été mises en ligne. Le truc, c'est que l'île n'était pas si déserte auparavant. Au 19e siècle, l'île Starbuck était utilisée pour l'exploitation du guano. Une petite précision ici, le guano est constitué d'excréments d'oiseaux ou de chauves-souris. Certes, l'exploitation minière du caca d'oiseau ne semble pas très convaincante, mais le guano se trouve être riche en phosphate, et les phosphates ont de nombreux usages. Ils peuvent être notamment utilisés comme engrais. Donc, comme il y avait des gens sur cette île, ils ont dû construire une sorte de campement temporaire, ce qu'ils ont fait. Revenons maintenant à Google Maps. Tu vois cet angle ? Oui, l'image satellite peut être comparée aux photos et vidéos réalisées en 2009 par nos explorateurs. Un autre point prouvant que cet objet bizarre a une origine terrestre est qu'il y a des arbres sur l'île, ce qui est bizarre. Ces arbres ne sont pas originaires de ce terrain de calcaire corallien, et ils ont certainement été plantés par quelqu'un. Mystère résolu, l'objet en forme de soucoupe n'est pas un véhicule extraterrestre, mais les restes d'une ancienne colonie. Et les traces s'étendent sur toute l'île. Donc, qui sait ? Mais ce n'est là définitivement rien d'extraterrestre. Un autre utilisateur de TikTok a affirmé avoir vu des zombies sur Google Maps. Voyons si cela est vrai. Tout d'abord, la vidéo a effrayé plus d'1 million de personnes qui l'ont regardée. Ce TikTok commence par une vue de loin, et lorsque l'utilisateur fait un zoom avant, nous comprenons que nous sommes en Finlande. Puis, nous voyons une inscription « Non, c'est trop compliqué. Téléspectateurs finlandais, pitié, aidez-moi ». La prochaine chose que nous voyons est une image de Google Street View de mauvaise qualité, et ce cliché donne des frissons.
On dirait un rassemblement de personnes, mais elles n'ont pas l'air tout à fait vivantes. L'image est brumeuse et déroutante. S'agit-il de vrais zombies? Évidemment que non. Tout d'abord, parlons de l'inscription. Elle se traduit par « l'œuvre d'art The Silent People » par Reijo Kela. Il s'agit donc d'un danseur et chorégraphe finlandais qui voulait que l'œuvre d'art The Silent People fasse partie de sa performance, mais c'est maintenant une œuvre d'art à part entière. Fait amusant, les silhouettes des Silent People sont changées 2 fois par an, à l'automne et au début de l'été. Ils obtiennent tous leurs vêtements grâce à des dons. Bam, un autre mythe démonté. Sympa 2, mythe TikTok 0. Bien, maintenant on jette un coup d'œil à cette photo. Tu as remarqué quelque chose de bizarre? Oui, c'est une fille à 3 jambes. Cette photo satellite a été prise en Croatie, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce ne sont que des dysfonctionnements de Google Maps. Le truc, c'est que la technologie utilisée pour les cartes Google repose sur un curieux algorithme. Chaque objet est photographié plusieurs fois, puis les photos résultantes sont assemblées pour obtenir l'image la plus précise. Dans la plupart des cas, cela fonctionne, mais parfois, il semble que la technologie en fasse un peu trop, et il en résulte des détails additionnels et parfois ces membres supplémentaires que les gens ont sur la photo. Mais si on devait faire une course à 3 jambes, alors je parierais sur elle. Rien ne peut échapper à l'œil omniscient des satellites, n'est-ce pas? Le 20 septembre 2022, un utilisateur de TikTok a posté une vidéo au sujet d'un avion submergé sur l'application Google Earth. L'avion a été trouvé au large des côtes de Crooked Island, aux Bahamas, non loin de l'aéroport de Colonel Hill. Voyons maintenant si c'est vrai. La première chose que nous devons garder à l'esprit est que même l'aide Google Earth admet le fait que l'image trouvée dans l'appli peut être le résultat de plusieurs photos, satellites ou aériennes, prises à des jours différents et même à des mois différents. Le résultat de ce patchwork peut parfois être un peu imprévisible, si tu te souviens de la fille à 3 jambes. Comment pourrions-nous oublier? Donc, comme tu l'as peut-être déjà deviné, cette photo n'est rien d'autre que de l'assemblage. La zone avec cet avion a été photographiée plusieurs fois, en 2004 et 2005, puis elle a été photographiée 8 fois en 2015 et quelques fois après. La raison la plus probable pour laquelle cette photo se trouve sur Google Earth est qu'il s'agit des clichés de 2015 combinés ensemble. On dit que le python réticulé est le plus grand serpent du monde et qu'il peut atteindre une longueur impressionnante de 6 mètres. On a enregistré la découverte d'un tel python en 1912 qui atteignait 10 mètres de long. Cependant, les utilisateurs ont trouvé un serpent encore plus stupéfiant sur Google Earth. Le 24 mars 2022, une autre vidéo époustouflante a été publiée sur TikTok. La vidéo a obtenu plus de 200 000 likes, alors imagine le nombre de vues. Cette fois, l'utilisateur a affirmé qu'un méga-squelette de l'espèce éteinte du Titanoboa avait été retrouvé sur Google Maps, quelque part en France. C'est difficile à juger d'après l'image, mais ce squelette était estimé à environ 30 mètres de long et aurait certainement pu être le plus long serpent à avoir jamais existé. Si les serpents avaient eu de tels squelettes en réalité. C'est donc la raison numéro 1 pour laquelle il ne s'agit pas d'un serpent. Vois-tu, les serpents ont des côtes plutôt fines et le squelette de la photo a l'air bien plus épais. Une autre chose curieuse à propos de ce squelette est qu'il s'est avéré être fait d'acier. Tu vois où je veux en venir? Il ne s'agit pas d'un vrai squelette, mais d'une installation artistique étonnante de 130 mètres de long. Il s'appelle le serpent d'océan. L'installation a été créée par un artiste chinois, Huang Yongping, et la visite est gratuite. Ce qui est cool avec cette installation, c'est qu'elle n'apparaît qu'au fil des marées, ce qui l'apparente à une fouille archéologique. Notre artiste a donc dupé des millions d'internautes. Si tu passes un jour dans la région, tu peux aller voir cette œuvre d'art extraordinaire. Elle se trouve dans la ville de Saint-Brévin-les-Pins, pas très loin de Nantes. Parfois, Google Maps nous montre quelque chose qui n'a jamais existé. Voici l'île de Sable. Pendant longtemps, on a cru qu'elle se trouvait près de la Nouvelle-Calédonie, dans la mer de Corail orientale. Tout a commencé lorsque le capitaine James Cook l'a ajoutée à ses cartes en 1774. Il ne l'a jamais visitée, mais elle a ensuite été incluse dans plusieurs autres cartes par précaution contre les récifs. C'était une pratique courante à l'époque. De plus, la zone était, et est toujours, envahie de radeaux marins de pierre ponce. Ce sont des masses laissées après une éruption volcanique sous-marine. Donc, une telle précaution semblait nécessaire. C'est ainsi que l'île est restée dans les cartes jusqu'en 1974. Une campagne de reconnaissance aérienne a toutefois prétendu que l'île n'apparaissait nulle part, et l'île de Sable a été retirée des cartes.
Google Maps est apparu en 2005 et l'île, étonnamment, était là, même si elle avait été précédemment découverte. Elle n'a été supprimée de Google Maps qu'en novembre 2012. Maintenant, il ne s'y trouve plus que des pixels noirs, mais il y avait auparavant une zone de mer sombre. Aujourd'hui, certains spécialistes pensent que tout le mystère autour de cette île n'était qu'un piège à droit d'auteur, lequel était une pratique populaire parmi les cartographes à l'époque. Ces pièges aidaient les cartographes à protéger leurs propriétés intellectuelles. Alors, as-tu déjà vu quelque chose de bizarre sur Google Maps toi aussi? Oups, un autre cambriolage vient d'avoir lieu aux États-Unis. Encore 22,6 secondes et il y en aura un autre. Et c'est le genre de choses qui se produit partout. Mais si tu es préparé, tout ira bien. Voici quelques conseils pour protéger ta maison. Un simple autocollant peut contribuer grandement à la sécurité de ta maison. Tu peux par exemple en utiliser un qui indique que tu disposes d'un système de sécurité chez toi, même si en réalité ce n'est pas le cas. Ça semblera peut-être peu de choses, mais sache que les cambrioleurs n'aiment pas se compliquer la vie. Encore un conseil, assure-toi que ton autocollant est réaliste. Un écriteau bricolé ne fera pas l'affaire. Il vaut mieux dépenser un peu d'argent pour quelque chose de convaincant. Une autre astuce consiste à laisser une grande paire de bottes sur ton Porsche et à faire en sorte que les cambrioleurs les voient. Ils se diront qu'il y a quelqu'un de potentiellement dangereux dans ta maison et ils n'auront pas envie d'entrer. Bien, maintenant inspectons ta porte. J'espère que tu ne laisses pas tes clés sous le paillasson. Les seules choses que tu dois mettre là-dessous, ce sont des biscuits ou des chips. C'est une façon de savoir si quelqu'un t'a rendu visite pendant ton absence. Mais cette astuce n'est pas fiable à 100%. Ce n'est peut-être que le facteur ou un livreur qui est passé par là. Ou même un chien venu renifler le pas de ta porte. Oui, les biscuits ont plutôt leur place dans ton ventre, pas sous ton paillasson. Tu rentres du travail, ta journée a été dure et tu es fatigué. Tu laisses ta clé dans la serrure et tu n'y penses plus. L'essentiel, c'est que tu aies verrouillé ta porte et que la clé soit à l'intérieur. Mais peut-être qu'un cambrioleur se cache dans les buissons, prêt à passer à l'action. Techniquement, il devrait être impossible de se servir d'une copie et d'entrer s'il y a une clé dans la serrure. Mais ces gars sont bien équipés et disposent de tout un assortiment de crochets pour faire tomber ta clé. Et tu connais la suite. Ils pourront pénétrer chez toi aussi discrètement que des ninjas et s'emparer de tous tes objets de valeur pendant que tu dors. Un verrou qui ne peut être fermé que de l'intérieur et ne peut pas être ouvert de l'extérieur devrait être une bonne solution. Quand tu emménages dans une nouvelle maison, même si tu n'en es que locataire, assure-toi de changer les serrures. Qui sait combien de personnes possèdent une copie de tes clés? En tant que locataire, tu ne sauras pas forcément qui vivait là avant toi. Et si pour une raison ou pour une autre, tu as accidentellement oublié tes clés sur ta porte d'entrée pendant un moment, tu dois absolument faire changer ta serrure. Il ne se passera probablement rien de grave, mais qui sait, il vaut toujours mieux rester prudent. Tu dois non seulement veiller à ne pas oublier tes clés du mauvais côté de ta porte, mais ne les laisse pas non plus traîner n'importe où. Apporte-les dans ton salon au lieu de les poser sur ce meuble à l'entrée. Les cambrioleurs peuvent passer par ta porte, mais aussi par une fenêtre. Fais attention à ta poubelle, surtout si tu jettes des emballages d'objets coûteux. Ne renseigne pas les voleurs sur tes achats et sur leur prix. Et puis ta poubelle peut contenir des informations importantes sur ta vie, les coordonnées de ta carte de crédit par exemple, et bien plus. Surveille ta boîte aux lettres. Assure-toi qu'elle est fermée à clé. Son contenu pourrait bien intéresser les cambrioleurs. L'astuce est donc simple, verrouille ta boîte aux lettres et assure-toi de déchirer tous les documents qui contiennent tes données personnelles. Maintenant, examinons un peu ta pelouse. Je vois tout de suite quelque chose qui ne va pas. Je parle de ces grands buissons. Oui, je sais que tu n'as pas le temps de détailler. Mais plus ils sont grands, mieux les cambrioleurs peuvent s'y cacher. En outre, si tes buissons et tes arbres sont mal taillés, on pourrait croire qu'il n'y a personne chez toi. Tu vois où je veux en venir ? Bien, disons que tu as ignoré mes conseils et que des cambrioleurs se sont introduits chez toi. Ils chercheront d'abord à trouver des espèces. Si tu n'en as pas chez toi, tu peux passer ce conseil. Mais si tu en as, fais preuve de créativité. Tu peux cacher tes espèces dans un sac plastique et dans un récipient avec des restes de repas.
Tu peux aussi placer ce sac en plastique dans une bouteille de détergent vide et la ranger dans un placard ou dans la cuisine. Les cambrioleurs n'iront probablement pas mettre leur nez là-dedans. Il y a 2 choses à ne pas faire. Cacher de l'argent ou des bijoux dans une boîte de médicaments n'est pas très malin. Et ton congélateur n'est pas non plus une bonne option. C'est une cachette trop bien connue des malfaiteurs. Voyons maintenant comment tu gardes tes clés. Tes clés de voiture et de maison sont sur le même jeu. Ce n'est peut-être pas une super idée. Tout d'abord, imagine que tu les perdes et que des cambrioleurs sachent où tu vis. Non seulement ils te dévaliseront, mais ils disposeront aussi d'un véhicule pour transporter tous tes objets de valeur. Fais aussi attention à ta clé de garage, surtout s'il est possible d'entrer chez toi par cette pièce. Et même si ce n'est pas le cas, il y a certainement des choses qui intéresseront les voleurs dans ton garage. Les cambrioleurs sont pleins de ressources. Ils peuvent se faufiler dans les maisons, même par les plus petites fenêtres. S'ils préfèrent en général passer par la porte, c'est que c'est sans danger. En passant par la fenêtre, ils pourraient se faire mal ou déchirer leurs vêtements. S'ils laissent des traces d'ADN, ils pourront être retrouvés. Mais les voleurs veillent bien à ne pas laisser de traces. Selon une étude anglaise, seuls environ 3% des cambrioleurs laisseraient de tels indices sur leur passage. Pour te protéger la nuit, il existe plusieurs options. La première, insère un gros trombone ou une épingle à cheveux à l'intérieur de ta serrure. Tu peux aussi utiliser une clé de rechange si tu en as une. De cette façon, tu rendras extrêmement difficile, voire impossible, l'utilisation des doubles par les cambrioleurs. Deuxième option, barricade-toi. Tu peux te servir d'une chaise lourde, d'une étagère, de n'importe quoi. Mais oui, pourquoi pas, si tu te sens plus en sécurité. Si ta porte s'ouvre vers l'extérieur, la bloquer pourrait être une bonne idée. Une chaise peut se révéler très pratique. Coince-la sous la poignée de ta porte. Ce n'est pas le système de sécurité le plus puissant, mais ça peut faire l'affaire. Attacher les poignées avec un câble ou une corde est aussi une solution. Une fausse caméra de sécurité peut te protéger de jour comme de nuit. Les cambrioleurs ne sont pas aussi courageux qu'on pourrait le croire. Si tu as un vrai système de vidéosurveillance, veille à ce que les voleurs ne le désactivent pas. Place-le dans un endroit difficile d'accès. Si tu ne rechignes pas à la dépense pour te protéger, les lampes à détecteur de mouvement sont exactement ce qu'il te faut. Les voleurs aiment les endroits sombres et lorsqu'ils s'approcheront de chez toi, toute cette lumière les effraiera. Cette solution fonctionne si les cambrioleurs ignorent si tu es chez toi. S'ils sont sûrs que tu n'es pas là, c'est beaucoup moins efficace. Les minuteurs pour télévision et radio sont une autre solution. Grâce à eux, tu peux faire croire aux gens que tu es chez toi à tout moment. Avec les lampes à capteur, c'est la combinaison parfaite. Cette astuce te protégera de la plupart des cambriolages, mais ce n'est pas une garantie à 100%. Certains voleurs n'hésitent pas à entrer, même si la télé est allumée. Et un système d'alarme vivant. Vrai ou faux, peu importe. Je parle bien sûr des chiens. Tu te souviens de l'astuce des bottes ? Tu peux faire la même chose avec un chien si tu n'en as pas. Place un grand bol sur ton Porsche, mais veille à ce que ce soit réaliste. Le bol ne doit pas être tout neuf, il doit être un peu cabossé. Est-ce que tu connais tous tes voisins ? Si ce n'est pas le cas, il est grand temps que tu prépares des biscuits et que tu leur rendes visite afin de faire connaissance. Tout d'abord, les voleurs n'aiment pas travailler dans les quartiers où les gens se connaissent et se soutiennent les uns les autres. Parce qu'ils ont alors plus de chances de se faire repérer et attraper. Et oui, s'organiser avec ses voisins est une super solution pour rester en sécurité et, qui sait, se faire de nouveaux amis. Cet arbre a une écorce, des feuilles et même des graines toxiques. Pire encore, ces graines peuvent exploser. Et ce n'est pas le genre d'expérience que tu veux vivre lorsque tu voyages en Amérique centrale. Voici l'arbre bombardier, un géant de 30 mètres couvert d'épines coniques. L'arbre a l'air unique car ses fruits ressemblent presque à de petites citrouilles, mais ne t'en approche pas et ne le touche pas. Contente-toi de le contempler de loin. Une fois que ces fruits ressemblant à des citrouilles se fendent, ils explosent et libèrent les fameuses graines qui sont propulsées à environ 70 mètres par seconde, ce qui est suffisant pour te blesser. Mais bon, l'arbre bombardier n'est pas si méchant. Il ne veut simplement pas de compétition. C'est pourquoi il fait tout son possible pour envoyer ses graines le plus loin possible, c'est-à-dire à environ 40 mètres.
Certains arbres sont si dangereux qu'ils ont même un panneau d'avertissement, comme par exemple le mançonnier. Il semble pourtant tout à fait inoffensif, et ses fruits ressemblent à des pommes ordinaires. Mais manger une telle pomme peut être la dernière chose que tu feras de ta vie. C'est très sérieux. Toucher cet arbre n'est pas non plus sans danger, et même le regarder. Et si tu essaies de le couper, tu seras puni instantanément. Il répond en faisant jaillir une substance aveuglante directement dans tes yeux. Cette sève peut causer une cécité temporaire et si elle entre en contact avec la peau, tu auras des brûlures et des ampoules. Il n'y a qu'un seul moyen de dompter cet arbre, il faut d'abord le brûler à sa base en se tenant très loin pour plus de sûreté. Ensuite, on laisse l'arbre tomber sécher au soleil et une fois qu'il est sec, on peut l'utiliser en toute sécurité. Il existe même des meubles en bois de mançonnier qui sont toxiques à l'usage. Alors fais attention à la chaise sur laquelle tu t'assois. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Les scientifiques l'appellent le fruit du jatropha, mais il est aussi connu sous le nom de noix noire vomitive. Si tu essaies de la manger, la première chose que tu ressentiras sera une sensation de brûlure dans la gorge. Une fois qu'elle aura atteint ton estomac, tu auras de violents maux de ventre. Le résultat peut être terrible. Elle peut provoquer une grave dépression du système nerveux central et il ne s'agit pas d'un accès de tristesse. C'est un état physiologique où la respiration est affectée, le rythme cardiaque est diminué et tu peux même perdre connaissance, sans parler de séquelles plus graves. Regarde ces feuilles en forme de cœur, elles sont si jolies. Pourtant, le fruit de cet arbre n'est pas si inoffensif. Le pangi est originaire d'Asie du Sud-Est et son fruit peut être mangé, mais il nécessite beaucoup de préparation. Premièrement, il faut attraper ces grappes brunâtres qui ressemblent à des poires. Ce sont les fruits. Ensuite, il faut atteindre les graines à travers la pulpe qui a l'air douce, crémeuse et peut-être comestible, mais qui ne l'est pas. Puis, les faire bouillir. Troisièmement, il faut les faire tremper ou les envelopper dans des feuilles de bananier pendant 40 jours pour que le cyanure d'hydrogène soit libéré. Cette substance est heureusement soluble dans l'eau et peut être en quelque sorte éliminée une fois que les graines sont bouillies et fermentées. Mais pourquoi se donner tant de mal ? Ces graines sont en fait ajoutées à certains plats pour leur donner du goût, comme une épice. Certains fruits nécessitent beaucoup de préparation, tandis que d'autres ne peuvent être consommés que lorsqu'ils sont mûrs à 100%. Le sureau cru est riche en vitamine C, ce qui est bon pour la santé, et en cyanure, ce qui n'est clairement pas bon. Ces baies sont cependant très appréciées. Tu peux en trouver dans des tartes, des sirops, des thés, des confitures et plein d'autres choses. Les baies entièrement mûres et cuites ne sont heureusement pas dangereuses. L'aké, fruit national jamaïcain, a un goût vraiment unique. Il est doux et beurré, et les gens qui l'ont goûté affirment qu'il a le même goût que les œufs brouillés. Tout comme pour les baies de sureau, on ne peut manger l'aké que s'il est bien mûr. C'est pourquoi l'importation d'aké cru a été interdite aux États-Unis il y a près de 50 ans. La seule partie comestible est la chair blanche et crémeuse elle-même. La chair rose a l'air appétissante, mais ne typhie pas. Elle est hautement toxique. Idem pour les graines noires. Fait amusant, les gens utilisaient autrefois l'aké pour nettoyer les vêtements grâce à ses propriétés blanchissantes. Les graines du fruit contiennent des saponines qui peuvent créer cette mousse dont nous avons besoin pour le lavage. Aujourd'hui, ce produit n'est plus aussi populaire et très peu de gens le préfèrent au savon manufacturé. Le corosol est un autre fruit interdit d'importation. Il est aussi appelé guanabana et peut libérer des toxines dangereuses entraînant des conséquences très désagréables s'il n'est pas mûr. Si tu veux vraiment le goûter, il y a des chances que tu trouves de la pulpe de corosol congelée dans le commerce. Le fruit en lui-même est délicieux. Il a le goût d'un mélange d'ananas et de fraises. Cependant, ce fruit n'est pas approuvé par l'Agence américaine des produits alimentaires en raison du risque qu'il présente pour la santé. Mais si jamais tu manges du corosol, n'oublie pas d'éviter les graines, car elles sont toxiques pour les humains. Voici une mangue délicieuse et sans danger. Maintenant, regarde ce fruit. Il ressemble un peu à une mangue quand elle est verte, mais tu ne voudras certainement pas la manger. Ce fruit pousse sur ce qu'on appelle l'arbre à suicide, et un seul noyau suffit à achever un être humain. Mais qui a dit qu'il fallait les manger ? Ils peuvent être utilisés comme déodorants. Cependant, il existe des options plus sûres, alors tu ferais mieux de laisser cet arbre tranquille. D'un point de vue arboricole, un arbre ne doit pas nécessairement être toxique pour être dangereux. Le bougna-bougna, par exemple, a des pommes de pin géantes plus grosses que ta tête. Alors imagine la taille des pignons.
Le seul vrai danger est qu'une de ces pommes de pin tombe sur ta tête. Pour le reste, le bougna-bougna est plutôt inoffensif. Si tu fais bouillir ses pignons, tu obtiendras un thé très savoureux. Les pignons sont aussi sans gluten, donc ils peuvent faire partie de n'importe quel régime à la mode. Cet arbre existe depuis longtemps, depuis que les dinosaures parcourent la planète, mais aujourd'hui, il est presque endémique de l'état du Queensland en Australie. Tout le monde sait que c'est la dose qui fait le poison, n'est-ce pas? Le palétuvier laiteux est une autre preuve de ce dicton. Il peut être extrêmement utile à des fins médicinales ou extrêmement toxique lorsqu'il est mal utilisé. Toutefois, ce n'est peut-être pas seulement la dose, mais aussi la composition chimique qui fait le poison. La sève de cet arbre peut provoquer des cloques, des brûlures et même une cécité temporaire, tout comme celle du mançonnier. C'est pourquoi les gens l'appellent parfois le palétuvier qui rend aveugle. L'arbre bouteille se trouve principalement en Namibie, alors si tu voyages dans ce pays désertique et que tu as soif, ne te laisse pas avoir par son apparence. Il ne renferme pas une eau que tu peux boire. L'arbre bouteille obtient sa fameuse forme au bout de 5 à 8 ans, qui lui permet de retenir l'eau. Mais si tu oses la goûter, les conséquences peuvent être fatales. Elle est très toxique pour les humains et les animaux. Sans les toxines contenues dans l'eau, l'arbre ne pourrait pas conserver son humidité, car les animaux lui prendraient. Pour éviter cela, l'arbre bouteille a développé une sorte de mécanisme de protection, principalement contre les animaux, et apparemment contre certains humains aussi, pour rester bien hydraté. Le dernier arbre de notre liste, mais non des moindres, est le Gympie Gympie. Tu as probablement croisé une ortie au moins une fois dans ta vie. Les conséquences du contact avec l'ortie ne sont pas très agréables. Personne n'aime les éruptions cutanées et les sensations de brûlure et de démangeaison. On peut dire que le Gympie Gympie, parent éloigné de l'ortie et apparemment inoffensif, a à peu près le même mécanisme. Mais les conséquences sont différentes. Parfois, il s'agit simplement d'un inconfort prolongé, mais dans certains cas, cela peut être fatal. Bonne nouvelle, il existe un antidote. De la cire à épiler ou même du ruban adhésif peuvent te sauver. Le principal problème, ce sont les petits poils qui se coincent dans la peau. Or, tout ce qui est collant peut t'aider à les enlever. Ce n'est qu'un premier traitement d'urgence, mais il aide beaucoup. Bon, tu viens de trouver ton premier cheveu blanc et tu as une énorme envie de l'arracher et de le garder en souvenir. Mais ta grand-mère qui sait tout sur tout t'en empêche. Car tout le monde sait que 2 nouveaux cheveux blancs vont pousser à sa place. C'est l'un des mythes les plus populaires qui circulent depuis la nuit des temps. Lorsque tu arraches un cheveu, le follicule reste là où il était et il produira un substitut assez rapidement. Mais il n'a pas le super pouvoir de se multiplier, donc tu n'auras qu'un seul nouveau cheveu blanc. Ce nouveau cheveu pourrait même être plus foncé, car le follicule pileux pourrait tout à fait produire un autre pigment cette fois-ci. Mais si tu vas trop loin dans l'épilation, tu risques de ne plus avoir de cheveux à cet endroit. Tu as peur d'utiliser ton téléphone portable à la pompe à essence parce que cela pourrait provoquer une explosion? Eh bien, il n'y a pas eu un seul cas documenté où un téléphone ait dégagé une charge d'électricité et provoqué une telle tragédie. Tous ces panneaux « Pas de téléphone portable dans les stations-service » ne sont qu'une précaution. Les appareils électroniques n'y sont pas les bienvenus car ils pourraient générer de l'électricité statique et présenter un risque. Par ailleurs, n'oublie pas qu'il te faut toujours être vigilant quand tu conduis. Bavarder ou envoyer des SMS pendant que tu fais le plein pourrait avoir de sérieuses conséquences, comme partir avec le pistolet de la pompe à essence dans ton réservoir. Une vidéo virale a laissé croire à des millions de personnes que si tu vois un fil attaché à la poignée de ta porte de voiture, tu dois immédiatement appeler la police. Selon l'auteur, les kidnappeurs utilisent cette astuce pour te distraire et s'en prendre ensuite à toi par surprise. En réalité, il n'y a pas eu de cas officiellement enregistré de personnes se faisant enlever de cette façon. Cette légende urbaine doit venir d'un post Facebook de 2015 qui mentionnait l'astuce du fil et qui a été démystifiée peu après sa sortie. L'idée a cependant survécu et continue de refaire surface de temps à autre. Il est tout de même judicieux de rester vigilant et de suivre quelques règles simples qui te permettront de rester en sécurité sur la route. Tu peux acquérir quelques notions d'autodéfense, te garer dans des zones bien éclairées et toujours regarder autour de toi afin de repérer les choses et les gens suspects avant de monter dans ta voiture. N'oublie pas non plus que beaucoup de mythes et légendes urbaines similaires ne sont créés que pour attirer ton attention et gratter quelques likes pour les auteurs. Si tu ajoutes du sucre roux à ton café, persuadé qu'il est plus sain que l'option blanche, ce n'est probablement pas la meilleure idée.
Le sucre roux contient bien quelques minéraux, mais leur quantité est si infime que cela ne se répercutera aucunement sur ta santé. Sinon, il a la même quantité de calories et la même valeur nutritionnelle que le sucre blanc. La seule différence réside dans la couleur, la saveur et le processus de fabrication. Le sucre roux est tout simplement moins traité. Donc, si tu essaies de réduire tes calories, le type de sucre que tu ajoutes à tes aliments n'a pas vraiment d'importance. Lorsque tu appuies sur le bouton snooze de ton réveil matin, tu ne vas pas réellement bénéficier de ces 10 minutes de sommeil supplémentaires. C'est vrai que ça fait du bien de repousser le moment où tu te lèves, mais ce bouton te fera simplement te sentir plus fatigué au lieu de t'apporter un repos supplémentaire. Tu as ton propre cycle biologique de sommeil qui s'adapte à ton emploi du temps. Lorsque tu te réveilles et que tu te rendors instantanément, ton cerveau est confus, c'est pourquoi tu auras de plus en plus de mal à te lever lorsque l'alarme sonnera pour la 2e, voire la 5e fois. À long terme, le bouton snooze peut nuire à ta capacité à obtenir un sommeil profond et de qualité. Un autre mythe populaire sur le sommeil est que tu avales jusqu'à 8 araignées chaque nuit sans le savoir. Détends-toi, tu n'avales aucune araignée du tout. Pour elle, tu as l'air d'un géant ou plutôt d'une montagne dans le paysage. Tous les sons que tu produis pendant ton sommeil, comme ta respiration ou les battements de ton cœur, sont super effrayants pour elle. Alors tout ce qu'elles veulent faire, c'est rester le plus loin possible de toi. Ce mythe s'est répandu de par le monde après qu'un article de magazine ait mentionné que les gens croyaient facilement tout ce qu'ils voyaient en ligne. Comme quoi, l'article avait raison. Il n'est pas vraiment nécessaire de poireauter 30 minutes ou plus pour te baigner après avoir mangé. Ce mythe perdure depuis plus d'un siècle car il s'agissait d'une règle présente dans le manuel des scouts de 1908. Elle indiquait que nager moins de 90 minutes après avoir mangé pouvait avoir des conséquences vraiment fâcheuses. Elle a laissé croire à de nombreuses personnes que, comme la digestion détournait le flux sanguin des muscles vers l'estomac, nager pouvait entraver ce flux sanguin, te donner des crampes et même te faire te noyer. En réalité, le sang supplémentaire va bien vers l'estomac, mais cela n'affecte pas tes bras ou tes jambes. La nourriture pourrait même être bénéfique à ta séance de natation, car elle te fournira un supplément d'énergie. Et n'oublie pas de boire suffisamment d'eau avec pour rester hydraté. Les diamants sont super chers parce qu'ils sont super rares, n'est-ce pas? Il s'avère qu'ils ne sont pas aussi rares qu'on nous le fait croire. Les rubis, les émeraudes et les saphirs sont beaucoup plus rares et bien plus chers que les diamants. Les scientifiques ont même trouvé un moyen de créer des diamants artificiels, ce qui rend leur production plutôt facile. Donc, ce prix que les gens sont prêts à débourser n'est jamais que le résultat d'une campagne marketing tout à fait réussie, datant d'il y a plus d'un siècle. L'entreprise qui extrayait et vendait ces diamants a répandu la légende de ces pierres précieuses dans le monde entier. Ils ont persuadé tous les consommateurs que les diamants étaient si rares que leur prix était en fait plutôt raisonnable. De plus, ils ont fait de ces pierres un symbole d'amour éternel, indispensable aux fiançailles. Les films nous ont fait croire que tous les dinosaures étaient des lézards énormes et dangereux, mais en réalité, on trouvait toutes sortes d'espèces de dinos. Certaines d'entre elles n'étaient pas beaucoup plus grandes que des chats ou des labradors. Il semble d'ailleurs que ces espèces plus petites étaient plus répandues que celles de leurs immenses cousins. De plus, certains dinos, comme le T-Rex, étaient même recouverts de plumes, surtout au début de leur vie. Plus tu t'enfonces dans l'océan, plus il devient sombre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lumière du tout. Les couleurs passent du bleu-vert près de la surface à des bleus plus intenses, puis descendent jusqu'au bleu indigo et au noir total. La lumière du soleil pénètre faiblement dans les eaux profondes, donc techniquement, en dessous de 1000 mètres, il n'y a officiellement plus la moindre lumière. Mais il existe un autre type de source lumineuse là-dessous. Il s'agit de la luminescence bleue et verte. C'est une enzyme appelée luciférase qui génère de la lumière. Elle décompose les molécules à haut potentiel énergétique et produit des photons au travers des bactéries et du corps de certains poissons des profondeurs. Il semble logique que les étés soient si chauds parce que notre planète se rapproche du Soleil et que les hivers soient si froids parce que la Terre s'éloigne le plus possible de notre étoile. Pourtant, il s'agit d'un autre mythe répandu. Lorsque c'est l'été dans l'hémisphère nord, notre planète n'est en fait pas plus proche du Soleil. C'est plutôt le contraire. La Terre est à son point le plus éloigné du Soleil en juillet et à son point le plus proche en janvier. L'été est chaud car l'axe de notre planète est incliné. Pendant son orbite, l'inclinaison de la Terre permet à l'énergie provenant du Soleil de nous atteindre plus directement, car l'angle est plus réduit. La ceinture d'astéroïdes n'est pas aussi dangereuse que les superproductions nous l'ont fait croire.
Si tu devais la traverser, ce ne serait pas un vol au travers d'un champ dense et imprévisible de roches se fracassant les unes contre les autres. La ceinture d'astéroïdes est une zone qui se trouve entre 300 et 500 millions de kilomètres du Soleil. Il s'agit d'une vaste étendue vide et solitaire avec beaucoup d'espace au milieu. Si tu rassemblais tous les astéroïdes de cette ceinture, tu obtiendrais une masse équivalente à environ 4% de notre Lune. C'est pourquoi les astronomes sont si excités lorsqu'ils voient deux astéroïdes se fracasser l'un contre l'autre. Autrement, l'espace n'est pas si mouvementé. Bienvenue chers invités et bienvenue au Simp Aquarium. Ici, vous allez pouvoir admirer les créatures marines et océaniques les plus dangereuses qui soient. Mais ne vous laissez pas induire en erreur par ce que j'ai dit. Il est fort possible que vous croisiez l'une de ces créatures sous-marines lors d'une banale promenade à la plage. Alors, regardez-les attentivement dès maintenant et vous pourriez bien éviter le pire. Est-ce un poisson ou un vieux caillou? Ce que tu observes est communément appelé le poisson-pierre, ou encore cynancée pour les intimes. Si tu aimes la plongée et l'observation des fonds marins, tu en as peut-être déjà croisé un sans même t'en apercevoir. Son apparence fait qu'il est presque impossible de le distinguer de n'importe quelle autre pierre, en raison de sa coloration grise et de son aspect tacheté. Surtout si tes lunettes de plongée sont un peu embuées. Enfin, tu ferais mieux de faire attention car sinon les conséquences pourraient être fâcheuses, puisque les poissons-pierres sont parmi les plus venimeux qui soient. Bien que certains types de poissons-pierres soient connus pour vivre dans les rivières, la plupart d'entre eux résident dans les récifs coralliens près des tropiques des océans Pacifique et Indien. Les épines de leur nageoire dorsale, en forme d'aiguille, se dressent lorsqu'ils se sentent dérangés ou menacés, et injectent le poison qu'elles contiennent. La raison la plus courante des piqûres de poissons-pierres est que les nageurs marchent dessus sans s'en rendre compte. Cependant, il n'est pas nécessaire de se trouver dans l'eau pour se faire piquer. Comme ils peuvent survivre hors de l'eau jusqu'à 24 heures, tu devrais aussi faire attention où tu marches quand tu vas à la plage. Les personnes qui se sont faites piquer par des poissons-pierres décrivent cela comme une expérience extrêmement pénible. Ce venin peut entraîner des infections, et dans certains cas, il est connu pour avoir résulté en un état de choc, voire une paralysie. Cela peut sembler surprenant, mais en dépit de sa mauvaise réputation, le poisson-pierre est tout à fait comestible, s'il est préparé correctement. Lorsque le poisson est cuit, son venin se décompose. Et si ses nageoires dorsales, qui sont la principale source de son venin, sont retirées, le poisson-pierre cru peut aussi être servi en sashimi. Cette créature peut sembler sortie d'un film de science-fiction, mais elle est bien réelle. Dis bonjour à la pieuvre à anneaux bleus. Ne te laisse pas abuser par sa petite taille, qui peut aller de 12 à 20 cm en comptant les tentacules, car ces petites bêtes sont bourrées de venin, capables d'affecter jusqu'à 26 personnes en quelques minutes. Tout comme les poissons-pierres, les pieuvres à anneaux bleus se trouvent dans les océans Pacifique et Indien, du Japon à l'Australie. Elles vivent généralement dans les récifs coralliens et les zones rocheuses du fond des mers. On peut aussi en trouver dans les mares résiduelles, les herbiers marins et les lits d'algues. Les pieuvres à anneaux bleus ne sont pas agressives par nature. Lorsqu'elles ne sont pas en quête de nourriture, comme des crabes et des crevettes, ou à la recherche d'un partenaire, elles se cachent souvent dans les récifs marins, les coquillages ou les crevasses. Ce n'est que si elles sont provoquées, acculées ou saisies à pleine main qu'elles deviennent dangereuses pour l'homme. Lorsqu'elles sont menacées, elles prennent une couleur jaune vif et des anneaux bleus iridescents apparaissent sur tout leur corps, en guise d'avertissement à leurs prédateurs potentiels. Leur piqûre passe généralement inaperçue, tu ne pourrais donc pas te rendre compte que tu as été piqué avant qu'il ne soit trop tard. Le venin d'une pieuvre à anneaux bleus peut provoquer des vertiges, ainsi qu'une perte d'essence et des capacités motrices, et finalement la paralysie. Alors vaut mieux garder tes mains pour toi et reculer en vitesse si tu en vois une. Non, ce n'est pas un bouquet de fleurs, alors n'essaie pas de cueillir et de sentir une de ces choses rosâtres en forme de cube. Ce qui se trouve devant tes yeux est un animal marin appelé l'oursin-fleur. Il a peut-être l'air magnifique, mais ne te laisse pas tromper par son apparence. Il a été nommé l'oursin le plus dangereux dans le Guinness Book des records en 2014. Les oursins-fleurs habitent les zones tropicales du bassin Indo-Pacifique et vivent généralement dans les récifs coralliens, les rochers, le sable et les herbiers marins à des profondeurs de 0 à 90 mètres. Leur caractéristique la plus remarquable est leur pédicellaire, qui sont des organes défensifs en forme de griffes, que l'on trouve aussi chez les étoiles de mer. Ce qui les différencie de tous les autres oursins est le fait que leurs pédicellaires sont, comme leur nom l'indique, en forme de fleurs, et généralement de couleur blanc-rosé à blanc jaunâtre avec un point central violet. Cachés sous ces fleurs, ils disposent également d'épines courtes et émoussées.
Bien que de nombreux oursins délivrent leur venin au moyen de ces épines, les oursins-fleurs le font au moyen de leurs pédicellaires ou fleurs. Si elles ne sont pas dérangées, les extrémités de ces fleurs présentent généralement une forme élargie en coupe ronde. Leur surface dispose de minuscules capteurs avec lesquels ils peuvent détecter les dangers. Et lorsqu'elles entrent en contact avec de telles menaces, ces fleurs se referment immédiatement et commencent à injecter leur venin. Ce qui est curieux, c'est que les petites griffes de ces fleurs peuvent parfois se détacher de leurs tiges, s'accrocher au point de contact et continuer à injecter du venin pendant des heures à quiconque les a touchés. On dirait une flaque géante de glace à la framboise fondue, non? Tu aimerais bien, sauf que c'est une méduse à crinière de lion, aussi appelée cyanée capillaire. Elles sont connues pour préférer les eaux froides. C'est pourquoi on les trouve principalement dans les océans Arctique, Atlantique Nord et Pacifique Nord. Mais il est également possible de les apercevoir autour des îles britanniques et dans les eaux scandinaves. La méduse à crinière de lion est l'une des plus grandes espèces connues de méduses. Elles doivent leur nom à leurs longs tentacules, semblables à des cheveux, qui peuvent atteindre une longueur de 3 mètres. Et bien que le diamètre moyen de la cloche d'une méduse à crinière de lion soit d'environ 50 cm, elle peut parfois atteindre un diamètre de plus de 2 mètres. La plus grande méduse à crinière de lion jamais observée a été vue en 1865 au large des côtes du Massachusetts. On a mesuré qu'elle avait des tentacules d'environ 36 mètres de long pour un diamètre de plus de 2 mètres. Pour te donner un ordre de grandeur, elle était plus longue qu'une baleine bleue. Les méduses à crinière de lion chassent en étendant leurs tentacules tout autour, créant ainsi un piège pour attraper leur nourriture. Comme elles disposent d'environ 1200 tentacules urticants, il faudrait un poisson extrêmement chanceux pour espérer leur échapper. La piqûre d'une méduse à crinière de lion ne présente généralement pas un danger mortel, mais il faut tout de même éviter de nager à travers ses tentacules, car cela peut s'avérer très douloureux pour les humains. Et si tu en vois une échouer sur la plage, mieux vaut ne pas la toucher, car elle peut te piquer encore longtemps après avoir été rejetée sur le rivage. Fait amusant, la méduse à crinière de lion apparaît dans l'histoire de Sherlock Holmes, la crinière du lion, en tant que suspecte. Mais ne t'inquiète pas, nous ne donnerons aucun spoiler. Le dernier animal marin que tu observes à présent est un serpent de mer. Et oui, ils sont différents des anguilles. Il existe 69 espèces identifiées de serpents de mer. La plupart d'entre eux se trouvent dans les eaux tropicales et subtropicales des océans Indien et Pacifique. Et ils existent depuis des millions d'années. Pour faciliter les choses, les scientifiques ont séparé toutes les différentes espèces de serpents de mer en 2 catégories. Les vrais serpents de mer et les trichots rayés. Alors que les vrais serpents de mer passent presque tout leur temps en mer, les trichots rayés peuvent aussi ramper sur la terre ferme. Si tu vois un serpent sur la plage, tu peux déterminer s'il s'agit d'un serpent de terre ou de mer en regardant sa queue. S'il ressemble à une pagaie, alors c'est un serpent de mer que tu as là. Mais assure-toi de garder tes distances dans les 2 cas. Tous les serpents de mer doivent faire surface régulièrement pour respirer, car ils n'ont pas de branchies. C'est pourquoi tu pourrais en croiser un pendant que tu nages. Si cela arrive, tu ferais mieux de t'éloigner le plus vite possible, car la plupart des serpents de mer ont davantage de venin que le cobra ou le crotal moyen. Cependant, comme ils n'attaquent que s'ils sont provoqués, les morsures sont assez rares. Un autre fait anodin sur les serpents de mer, ce sont les seuls reptiles à donner naissance dans les océans. La majorité des serpents de mer gardent les œufs en eux et donnent naissance à des petits serpents presque déjà formés tout en nageant. Mais ce n'est pas le cas du tricot rayé à lèvres jaunes. Ils se rendent sur la terre ferme pour pondre leurs œufs. Tu te souviens du poisson-pierre au début de notre visite? Ils sont chassés par les serpents de mer. Et oui, c'est ça la chaîne alimentaire. À ton avis, qui gagnerait entre un grizzly affamé et une baie mûre? Un tigre en colère et une jolie fleur? Un énorme python et un buisson verdoyant? La réponse n'est pas si évidente. Tu vas maintenant découvrir qui sont les vrais patrons de la jungle et des forêts. Rencontre les plantes les plus dangereuses de la Terre. Voici la ciguë aquatique. Elle pousse en Europe et en Amérique du Nord dans les zones marécageuses des champs et des prairies. Tu peux aussi trouver cette plante sur les rives des cours d'eau. Elle semble inoffensive, mais c'est l'une des plantes les plus toxiques qui soit. Les toxines de la ciguë aquatique peuvent causer des dommages importants à un adulte en moins de 15 minutes, mais seulement si tu l'avales. De nombreuses personnes la confondent par erreur avec l'artichaut, le céleri et l'anis. Mais malgré son dangereux poison, la ciguë est aussi utilisée pour soigner les migraines et les troubles intestinaux. Cette plante a causé beaucoup de problèmes pour le bétail.
La gératine élevée pousse dans les champs et les pâturages. Lorsqu'une vache la croque, la plante libère une toxine liposoluble. Ce poison pénètre non seulement à l'intérieur de l'animal, mais aussi dans le lait. Les jeunes veaux qui boivent le lait sont également atteints. Et ce lait empoisonné est aussi dangereux pour l'être humain. Le problème est que cette plante, originaire d'Amérique du Nord, est l'une des fleurs d'automne qui subsistent le plus longtemps. Aujourd'hui, dans les fermes modernes, le poison de cette plante n'est plus si dangereux. Mais sur les petits pâturages isolés, la gératine demeure le danger numéro 1. Nous connaissons 2 sortes de haricots, ceux que nous mangeons et ceux que Jack utilise pour se rendre au pays des géants. En plus de cela, il en existe également des toxiques. Ce sont les graines du ricin commun. Elles contiennent l'une des toxines les plus dangereuses au monde, la ricine. Dès qu'elle pénètre dans ton corps, elle bloque la production des protéines nécessaires à la vie. Et sans ces protéines, tes cellules cessent de fonctionner. Plus les cellules se détruisent, plus ton corps souffre. La graine de ricin libère cette ricine lorsqu'elle est pressée. Plusieurs fèves peuvent suffire à provoquer une déshydratation, un affaiblissement, des hallucinations, des convulsions et d'autres problèmes. Il suffit d'environ 7 graines pour causer des dommages critiques. Alors souviens-toi de leur apparence et ne les touche jamais si tu en vois dans les bois. L'une des plus belles plantes de la planète est aussi l'une des plus dangereuses. Il s'agit du laurier rose. Tout est toxique dans cette plante. La tige, la racine et la fleur rose. Même un tout petit morceau de cette plante peut conduire à un empoisonnement grave. Il n'est pas nécessaire qu'elle pénètre dans ton estomac pour créer de graves problèmes d'ailleurs. Il suffit d'un petit contact avec le jus de la fleur pour provoquer des allergies. Et n'essaie pas de la brûler, car la fumée du laurier rose a aussi des effets toxiques. Et maintenant, la plante la plus dangereuse du monde. Un seul contact avec elle te fera souffrir pendant plusieurs années, ou tu pourrais même en ressentir les conséquences toute ta vie. Le Dendrocnide moroides, également surnommé Gimpy Gimpy, ressemble à un buisson de bardane ordinaire, et pas du tout à quelque chose de toxique. Mais si tu te tiens à côté de cette plante, tu auras l'impression de suffoquer et d'avoir les yeux qui pleurent. Des milliers de minuscules poils vénéneux se trouvent sur les feuilles de cette plante. Ils sont si légers qu'ils peuvent rester suspendus dans l'air et se propager par le vent. Tu dois donc mettre un masque à gaz si tu veux regarder cette plante de près. Mais si tu touches ne serait-ce que légèrement le Gimpy Gimpy, tu auras de gros problèmes. Certains comparent une piqûre de Gimpy Gimpy à 30 piqûres de guêpe simultanées. Ces poils vénéneux pénètrent facilement sous la peau et provoquent des irritations et des douleurs. Le problème, c'est que tu ne peux pas les arracher. Lave-toi à l'eau et au savon, utilise une pommade désinfectante et tu verras que la situation ne fait qu'empirer. Les poils ne peuvent tout simplement pas être retirés, ils restent là, à libérer des toxines qui te rendent fou. Il n'existe pas d'antidote, car les chercheurs ne savent toujours pas quels sont les composants de cette toxine. Elle peut résister à des températures variées, et la sensation désagréable qu'elle provoque peut durer plusieurs heures, des jours, voire même des mois. Les personnes qui ont touché cette plante affirment que la douleur de la piqûre revient même après quelques années. Mais s'il est impossible de se débarrasser des poils, alors la seule solution est d'attendre qu'ils perdent leur toxicité. Sauf qu'il y a un autre problème. Tu peux arracher une feuille de Gimpy Gimpy avec des gants et la mettre en laboratoire. Tu la fais sécher et tu l'oublies pendant quelques années. Et voilà que se trouve devant toi une feuille flétrie et pratiquement détruite. Elle semble inoffensive à présent, mais détrompe-toi. Même après de nombreuses années, les poils restent à la surface de la feuille et conservent leurs propriétés toxiques. Le Gimpy Gimpy ne pousse qu'en Australie et en Indonésie. Il aime le soleil et les forêts vertes et denses. Autrefois, il représentait un grave danger pour les bûcherons et les touristes. Mais maintenant, tous les endroits où se trouve cette plante sont marqués d'un panneau d'avertissement. Et lors d'expositions botaniques, les scientifiques mettent cette plante sous verre pour que les gens ne la touchent pas. Les haricots paternoster ressemblent à des graines blanches avec un œil noir, ou à des graines noires ornées d'un œil blanc. Tu peux trouver ces plantes en Afrique, en Asie, en Australie et sur les côtés de l'océan Pacifique. Certaines espèces ont d'ailleurs été amenées en Floride et à Hawaï par l'homme. Et cette plante se trouve même dans les rues de certaines villes. Les haricots paternoster sont employés dans la création de bijoux et de certains jouets. Les gens qui portent de tels bracelets ne sont probablement pas au courant de la toxicité de ces graines. Ce haricot, de même que les graines de ricin, contribue à la destruction des cellules.
Il est intéressant de noter que les haricots paternosters sont utilisés non seulement comme décoration, mais aussi pour traiter certains problèmes de santé. Voici la seule plante toxique de la liste qui a vraiment l'air toxique. Et tu n'auras probablement aucune envie de la ramasser si tu la croises sur ton chemin. Regarde donc cette tige rouge qui ressemble à une artère ou un système nerveux hypertrophié. Et ses baies semblables à des yeux. Lactaea pachypoda a l'air bien intimidante. Sa structure interne est aussi dangereuse que son apparence le suggère. L'acné contient une toxine très dangereuse. Et plus elle pousse longtemps, plus sa composition devient toxique. Les composés chimiques de l'acné ont un effet sédatif sur les muscles et sur le cœur. Cela signifie que ton corps se détend tellement qu'il cesse de fonctionner. Tu as probablement vu cette plante dans la réalité ou dans des documentaires. Les dionnées attrape-mouches figurent parmi les rares représentantes des plantes carnivores. Heureusement, elles ne sont pas aussi dangereuses pour l'homme que pour les insectes. Mais dans tous les cas, tu ne devrais pas mettre ton doigt dedans. Voici comment elle fonctionne. La plante ouvre la bouche. En son centre se trouve un pétale rouge à l'odeur parfumée. C'est un leurre. Une mouche ou un autre insecte le remarque et décide d'y goûter. Il grimpe à l'intérieur de la fleur. Mais la dionée ne se referme pas immédiatement. De minuscules poils sensibles à l'intérieur de la plante comptent les mouvements de la mouche. Si elle fait plus de 2 mouvements dans les 20 secondes, la plante referme sa gueule en un instant. Cet intervalle empêche la dionée de se refermer inutilement lorsqu'un déchet s'y dépose. La mouche se retrouve alors piégée. Les poils des mâchoires de la plante fonctionnent comme une cage, et la proie ne peut pas s'en échapper. La dionée injecte alors un suc digestif dans sa bouche qui désintègre la mouche. 5 à 12 jours plus tard, la plante s'ouvre à nouveau et attend son prochain déjeuner. La dionée peut se nourrir de mouches, de scarabées, d'araignées et même de petites grenouilles. La berce du Caucase cause les dégâts les plus importants de toutes les plantes. Elle est dangereuse, non pas pour l'individu, mais pour des forêts et des champs entiers. La berce du Caucase est une plante envahissante. Tout comme un parasite, elle se multiplie rapidement et détruit toutes les autres fleurs de la zone. Et les insectes ne se nourrissent pas de cette plante. Il est également compliqué pour les gens de la détruire, car la berce du Caucase provoque une réaction allergique cutanée. Elle pousse rapidement, elle est immunisée contre de nombreux poisons et elle vit longtemps. La berce du Caucase peut atteindre la hauteur d'une maison d'un étage et être profondément enracinée dans le sol. Elle libère ses graines et une légère brise les propage sur des kilomètres. Les chercheurs n'arrivent toujours pas à créer un moyen efficace de la combattre et il n'existe rien qui puisse vaincre la berce du Caucase dans la nature. Du moins pour le moment. Ah, la beauté de la nature tout autour de toi, l'air frais et des jours de repos et de méditation loin de la civilisation. Mais tu as marché pendant un certain temps pour arriver jusqu'ici et maintenant, il est temps d'installer ton campement. Les bois alentours sont denses et tu ne trouves pas d'endroit approprié pour monter ta tente. Puis tu vois une belle parcelle de verdure complètement dépourvue d'arbres et parsemée de quelques petits buissons. Tu y vas satisfait de ta trouvaille et tu commences à installer ta tente. Le sol est exceptionnellement meuble et lisse, mais cela ne te dérange pas trop. Tant mieux, les piquets rentrent dans le sol comme un couteau dans du beurre. Quand tu as fini, il fait déjà nuit, alors tu entres dans la tente et tu te glisses dans ton sac de couchage bien douillet. Tu te réveilles avec la sensation que quelque chose ne va pas. Tu te sens mouillé. Tu commences à te tortiller à l'intérieur de ton sac de couchage et oui, il est presque complètement trempé par en dessous. Tu te précipites hors de la tente aussi vite que possible et tu vois qu'elle commence à s'enfoncer dans le sol. Il s'avère que tu as installé ton campement sur un marécage. Et tu as eu de la chance. Les marécages ne sont pas toujours évidents. Parfois, tu ne les remarqueras même pas avant de plonger dans la boue et de te retrouver avec des ennuis jusqu'aux genoux. Sortir de là peut aussi être compliqué. La mousse et les racines créent une espèce de matelas souple qui te tire lentement vers le bas. Et lorsque tu essaies de lever les pieds, tu risques de te retrouver sans tes bottes. Il est assez facile de reconnaître un marécage forestier quand on sait ce qu'il faut chercher. Si tu te trouves dans un fourré dense et que tu vois une clairière luxuriante et ensoleillée où ne pousse que de la mousse et quelques petits buissons, il y a de fortes chances que ce soit un marécage. Tu peux également vérifier cela en marchant légèrement sur ce genre de terrain. S'il te semble élastique, mieux vaut ne pas t'en approcher.
Bizarrement, une autre chose pour laquelle les marais peuvent s'avérer dangereux, c'est quand il y a un incendie de forêt. Si tu restes trop près d'un marécage et que tu allumes un feu de camp, celui-ci peut créer un départ d'incendie, surtout s'il y a beaucoup de vent. Les marais et les marécages sont remplis de goudron enfouis sous les couches d'eau et de mousse. Lorsqu'il commence à brûler, il est presque impossible de l'éteindre. Avant d'allumer un feu de camp, garde toujours une distance de sécurité par rapport à un marais. Une autre erreur courante lors de l'installation d'un campement dans la nature est de ne pas lever les yeux. Disons que tu as trouvé un terrain solide pour monter ta tente, que tu l'as débarrassé de tous les débris et pierres désagréables et que tu t'es assuré qu'il n'y a pas de fourmilière à proximité. Tu ne veux pas que quelque chose se glisse dans ton sac de couchage pendant la nuit, n'est-ce pas? L'endroit que tu as choisi est parfait et l'arbre qui se trouve à côté de ta tente te protège du vent et de la pluie. Tu t'installes pour la nuit, tu éteins ta lampe de camping et soudain, ta tente se déforme comme si une bête sauvage t'avait attaqué. Déconcerté, tu sors en courant et tu vois qu'une énorme branche est tombée sur ta tente. Le pire, c'est que tu l'aurais vu venir si seulement tu avais levé les yeux avant de t'installer. Les branches à moitié cassées et pourries sont faciles à repérer et ce n'est jamais une bonne idée de mettre sa tente directement en dessous. Ce genre de choses peut se casser à tout moment et tu auras de la chance si elle ne déchire pas ta tente et te blesse gravement. Tu sais, crac! Des dizaines de touristes font cette erreur chaque année et la paient souvent très cher. Le fait de regarder vers le haut t'aidera aussi à t'assurer qu'il n'y a pas de nid de guêpe ou de toile d'araignée au-dessus de toi. Ceci pourrait s'avérer encore pire qu'une branche, car les guêpes n'aiment pas être dérangées et les araignées peuvent se révéler venimeuses. Maintenant, si tu vois une belle rivière et décides de bivouaquer sur ses rives, fais aussi attention à l'endroit exact où tu t'installes. Si tu restes trop près de l'eau, surtout au printemps ou en automne, il y a de fortes chances que tu te retrouves dans la flotte au milieu de la nuit. Vérifie toujours les prévisions météorologiques pour le jour et la nuit à venir. S'il risque de pleuvoir, il vaut mieux se tenir à l'écart de toute étendue d'eau, en particulier des rivières. La pluie pourrait faire monter le niveau de l'eau et inonder ses rives, emportant ainsi ton petit campement et tes vacances. Mais même si tu es loin de l'eau, la pluie pourrait gâcher tes vacances quand même. Disons que tu es à nouveau en plein cœur de la forêt et que la cime des arbres te protège des intempéries. Les précipitations arrivent toujours jusqu'au sol de la forêt, mais au moins tu ne souffres pas autant qu'en restant à ciel ouvert. La nuit suivante, lorsque tu installes ton campement dans un autre endroit, tu sens que le sol est mou et élastique. Cependant, ce n'est pas un marécage. La pluie de la dernière nuit a seulement rendu le sol spongieux. Si tu te retrouves dans un endroit pareil, il vaut mieux t'installer dans un endroit où le sol est plus dur. Le problème, c'est que les terrains lisses et meubles peuvent commencer à se désagréger sous tes pieds à n'importe quel moment. Ce mouvement n'est pas aussi dangereux que lorsque tu es dans un marécage, mais les piquets de ta tente peuvent se détacher et tu finiras par être enfoui sous tous les tissus de ta tente. Et si tu décides d'installer ton campement dans une belle vallée et que la pluie commence à tomber alors que tu es ici, eh bien, prépare-toi à faire un agréable voyage flottant. Toute l'eau va naturellement descendre et arriver dans ton abri, pour finalement se retrouver sous ta tente. Pas étonnant si tu te retrouves les pieds dans l'eau à ton réveil. Oh, quel magnifique endroit pour se reposer après une longue balade! Il est situé au sommet d'une colline, donc il n'y a pas d'eau à proximité, le soleil brille et il n'y a pas un seul arbre pour le bloquer. Prendre un bain de soleil ici va être fabuleux. C'est ce que tu peux penser pendant les premières heures. Mais quand tu resteras ici assez longtemps, tu comprendras l'erreur de ta décision. La lumière directe du soleil sur ta tente peut la chauffer en quelques heures en raison des matériaux dont elle est faite. Tu le sentiras sur ta peau dès que tu te glisseras dedans. Et disons que tu ne voudras pas t'attarder ici trop longtemps et qu'il vaudra mieux attendre la nuit pour que la tente ait refroidi. Même chose avec le vent. Dans un endroit ouvert, les rafales peuvent atteindre des vitesses incroyables. Et si tu n'as pas fait attention en enfonçant tes piquets, tu pourrais dire au revoir à ta tente plutôt que prévu. Il est préférable de trouver un endroit près d'un arbre qui te protégera à la fois du soleil et du vent. Cependant, ne t'avise pas de camper près d'un arbre isolé lorsque les prévisions météorologiques ne sont pas en ta faveur. Le beau temps ou la pluie sont acceptables, mais si un orage important se prépare, un arbre complètement isolé fera office de paratonnerre. Il n'est pas difficile d'imaginer ce qui pourrait arriver si la foudre frappait un arbre sous lequel tu campes. Tu pourrais bien recevoir une décharge. Si tu campes en hiver, le temps peut être encore plus traître.
Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de la lumière directe du soleil? Oublie cela. En hiver, il est préférable que le soleil brille sur ta tente. Le froid peut te porter préjudice, même si ta tente est super cool et coûte très cher. Et les vents sont généralement beaucoup plus violents pendant la saison froide. La lumière directe du soleil t'aidera à supporter une grande partie du froid. L'une des erreurs les plus courantes que font les randonneurs est d'allumer un feu de camp trop près de la tente. Encore une fois, le matériau de la tente conduit très bien la chaleur, et c'est une bonne chose quand tu veux te réchauffer, mais il s'enflamme aussi très facilement. Parfois, une étincelle suffit à réduire ton abri en cendres. Assure-toi qu'il y ait suffisamment de place entre ta tente et le feu de camp, et ne laisse jamais ton feu sans surveillance. Lorsque tu t'endors, la règle veut que tu éteignes le feu pour ne pas te réveiller avec un brasier ardent autour de toi. Les insectes peuvent gâcher n'importe quelle balade, même si elle est géniale. Les moustiques, les fourmis, les tiques et autres insectes nuisibles peuvent se frayer un chemin jusqu'à ta tente, où que tu sois. Alors assure-toi d'être protégé. Utilise des répulsifs pour la peau lorsque tu sors et place une spirale anti-moustique à côté de l'entrée de ta tente. Cependant, ne la place pas à l'intérieur ou trop près de celle-ci. L'odeur est irritante et elle peut aussi provoquer un incendie. Pour éviter la plus grande partie des moustiques, et surtout des tiques, essaie de te tenir à l'écart des lacs, des étangs et des forêts denses où peuvent se trouver des marécages. Les moustiques se reproduisent dans des eaux calmes, de sorte que les zones autour de ces bassins sont remplies de parasites ailés. Mais ils ont du mal à voler quand il y a du vent. Choisir un endroit ouvert est donc ta meilleure chance de t'en débarrasser. Ne les laisse pas t'embêter. Qui ne voudrait pas prendre un bon bain dans cet étang frais par une si chaude journée d'été? Tu piques une tête dans son eau revigorante, la brise te caresse le visage. Tout est parfait. Jusqu'à ce qu'une ombre furtive glisse sous la surface. Tu penses à une feuille, vu sa taille, et tu n'y fais plus attention. Mais la chose te mord, et sur ton gros orteil! Tu te précipites vers la berge, et tu t'aperçois que tu t'es fait attaquer par une punaise d'eau géante. Tu as eu la malchance de tomber sur un insecte croqueur d'orteils. On l'appelle même parfois la tique alligator. Tu survivras à la morsure de ce monstre, mais ça va être désagréable. Les punaises d'eau géantes sont présentes dans le monde entier, dans les mares et les lacs. Et leurs morsures sont bien plus fréquentes qu'on ne le pense. Sois donc vigilant la prochaine fois. Voici comment tu peux les repérer. Cette punaise peut atteindre une longueur de plus de 10 cm. Selon le Guinness des records, cela en fait le plus grand insecte aquatique de la planète. On dit que sa morsure est l'une des plus douloureuses qu'un insecte puisse infliger à un humain. On les trouve dans le monde entier, mais elles sont particulièrement répandues en Amérique du Nord. Elles se fondent dans le paysage. Leur corps brun foncé imite les feuilles des zones humides. Pas étonnant que tu ne l'aies pas remarqué. Prédatrices, elles s'attaquent généralement aux petits poissons, aux têtards et à d'autres insectes. Mais elles peuvent également s'en prendre à de plus grosses proies, comme les serpents et même les tortues. Par chance, tu es beaucoup plus grosse qu'une tortue. Chez certaines espèces, les femelles pondent leurs œufs sur le dos des mâles. Ils les transportent ensuite partout où ils vont. Tu trouveras peut-être ça mignon, mais la vue d'une tique alligator transportant ses œufs est en réalité vraiment répugnante. Tu en auras immédiatement froid dans le dos. Et le pire, c'est que cet insecte aquatique peut aussi voler. Alors fais aussi bien attention à ce qui se passe au-dessus de ta tête. Tandis que tu reprends ton souffle sur la berge, quelque chose atterrit sur ton épaule. Vite, balaye ça du dos de ta main. C'est un ostridé. Ces insectes diptères sont minuscules et vicieux. Ils pondent leurs œufs sur des moustiques qui les déposent ensuite sous la peau des humains où ils pénètrent. La température de ton corps est un environnement parfait. Quand les œufs éclosent, les larves commencent leur vie. Elles doivent à tout prix se nourrir pour survivre. Charmant. On trouve cette mouche principalement en Amérique centrale et du Sud. Mais elle a également été repérée en Floride. Le ver plat à tête de marteau. Ça te dit quelque chose? Et non, il ne s'agit pas d'un animal hybride mi-requin, mi-lombric. Quoique, en examinant un de tout près, on a plusieurs fois signalé leur présence en Géorgie. Et ils portent bien leur nom, avec cette tête en forme de croissant. Sauf que ce n'est pas leur tête. Leur bouche se trouve au milieu de leur corps. S'ils sont si repoussants, ce n'est pas par hasard.
Ces petites choses sont venimeuses. Ils produisent de la tétrodotoxine, la même que l'on trouve chez le poisson-globe. Les scientifiques ne savent pas encore de quelle manière ils utilisent cette toxine, mais il y a fort à parier que c'est pour attraper leur proie, d'autres vers. Nous ne savons pas non plus en quelle quantité cette toxine est dangereuse pour un humain, mais les experts nous conseillent de garder nos distances. Si tu l'écrases, ce ver a la capacité de se reformer, et donc de se multiplier, comme dans le mythe de l'hydre. Ce petit animal, qui n'a absolument aucun humour, est en plus considéré comme une espèce particulièrement invasive. La chenille Lonomia obliqua est elle aussi très intimidante, et pour cause. Avec son venin puissant, elle n'est pas là pour rigoler. Ses larves sont recouvertes de minuscules soies en forme de pic qui sécrètent une toxine anticoagulante très toxique. Se faire piquer est donc plutôt grave. Mais en plus, comme elles vivent en grappe, il est fréquent d'en rencontrer plusieurs en même temps. La plupart du temps, leur piqûre est indolore. Tant mieux, pas vrai? Eh bien, en fait, non. Parce qu'alors, on n'a aucune idée de ce qui vient nous arriver. Et puis, les symptômes apparaissent. En outre, tu ne trouveras aucune marque visible à l'endroit où tu as été piqué. Mais le plus étrange au sujet de cette chenille, c'est qu'elle est super petite par rapport aux dégâts qu'elle peut causer. Elle ne fait pas plus de 5 cm. On la trouve couramment dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud, notamment en Uruguay, en Argentine et au Brésil. Mais attention, cette bestiole n'existe pas que sous une seule forme. La chenille n'est que le premier stade de la vie de cet insecte. Oui, cette horrible chose est bien un bébé. Une fois atteint l'âge adulte, elle prend une forme entièrement différente. Celle d'un papillon de la famille des Saturnidés. Mais ne te fais pas d'illusions, il n'est pas devenu inoffensif en perdant ses verrues urticantes. Il est toujours venimeux et maintenant, il peut voler. Tu te consoleras peut-être en apprenant qu'il ne vit que quelques semaines sous cette forme. Car une fois métamorphosé, il n'a plus de bouche pour manger. La toxine de l'araignée à toile entonnoir d'Australie peut terrasser un humain adulte en seulement 15 minutes. C'est pourquoi on la considère généralement comme l'araignée la plus dangereuse au monde. Bien qu'aucune espèce d'araignée à toile entonnoir ne soit très aimable, celle-ci remporte la palme haut la main. Elle est relativement grosse et agressive, avec des crocs orientés vers l'arrière capables de percer même tes ongles. Les mâles s'aventurent souvent dans les zones peuplées à la recherche de femelles et sont ainsi beaucoup plus susceptibles de faire des victimes. Elles font leur nid dans des endroits frais et couverts, sous les rochers et dans les troncs pourris. Mais on les trouve aussi souvent dans les arbustes et les pierres des quartiers de banlieue. Si tu ne vis pas en Australie, tu peux te rassurer, elles vivent exclusivement dans ce pays. Mais si tu y vis, et si tu en vois une, éloigne-toi au plus vite. La bonne nouvelle, un antivenin a été développé en 1981. Mais il est quand même préférable de garder ses distances. Au fond de l'océan, dans les régions tropicales, tu pourras apercevoir un magnifique coquillage bigarré comme celui-ci. Il en existe de toutes les couleurs et de toutes les tailles, et il ressemble à de minuscules vases qu'on dirait fabriqués par de petits potiers sous-marins. Si tu es comme moi, tu auras sans doute envie de tendre la main pour le ramasser et le ramener chez toi. Mais tu dois absolument éviter de le faire. Car il ne s'agit pas de n'importe quel coquillage. Il abrite un dangereux mollusque gastéropode. Ça n'a pas l'air très effrayant dit comme ça, mais tu vas vite comprendre. Comme la plupart des mollusques, le cône est plutôt lent. Mais il sait compenser ce défaut par un comportement déterminé. C'est un prédateur qui chasse d'autres mollusques, des poissons et des vers sous-marins. Il attend patiemment qu'une proie s'approche, et soudain il projette sa dent en forme de harpon acéré qui transperce sa victime. Cette dent peut percer toutes sortes de tissus, y compris celui des gants de plongée. Si tu es un humain, et j'espère bien que c'est le cas, le cône aura très peu d'appétit pour toi. Mais ça ne l'empêchera pas de te piquer si tu t'approches trop près. Et tu ne sentiras probablement rien car le venin injecté s'accompagne d'un analgésique naturel. C'est cette absence de douleur qui rend cet animal si dangereux. Si tu ne sais pas ce qui t'est arrivé, tu ne t'apercevras pas que tu es en danger. Il sera bientôt trop tard. Alors, si tu vois un joli coquillage, évite de le toucher. Ce minuscule coléoptère bombardier a un talent unique. Lorsqu'il se sent menacé, il est capable de projeter un liquide corrosif bouillant sur ses assaillants. Il utilise cet acide nauséabond pour éloigner les prédateurs et se venger des autres insectes. Et ça marche bien. Parfois, il arrive même à survivre après avoir été avalé.
Les grenouilles recracheront souvent ces bestioles après avoir goûté à cette substance peu agréable. On trouve ce coléoptère dans de nombreux écosystèmes, des déserts aux prairies en passant par les forêts les plus denses. Ils ont su s'adapter sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Mais tu n'en as probablement jamais vu, car ils sont minuscules, de la taille d'un ongle. Il est incroyable qu'une substance aussi corrosive puisse provenir d'un si petit insecte. C'est qu'il s'agit en fait d'un mélange de deux substances distinctes, l'hydroquinone et le peroxyde d'hydrogène, que l'animal conserve dans son abdomen grâce à un inhibiteur chimique. Elles sont stockées dans des cavités distinctes et doivent passer par des valves avant de se retrouver dans une cavité centrale où elles se combinent à une enzyme qui produit sa réaction. Les gaz créés se dilatent rapidement et produisent une forte chaleur. Alors fais bien attention à ne pas te mettre à dos l'un de ces petits gars. Tu penses peut-être que les zombies n'existent que dans les films, mais pour les cigales, c'est bien une réalité. Ce champignon, du nom de Massospora, a un but unique dans la vie. Il se glisse dans le corps des cigales, prend le contrôle de leur esprit et les transforme en véritables morts-vivants. Les cigales, ainsi affectées, agissent de façon très anormale, leur seul objectif étant désormais de propager le champignon parmi leurs congénères. Mais le plus effrayant, c'est qu'elles continuent à vivre comme si de rien n'était. Et il est impossible de savoir qu'elles ont été infectées. Elles se comportent un peu bizarrement, c'est tout. Et bientôt, il est trop tard. Bien qu'elles ne représentent pas un danger pour nous, l'idée qu'il puisse y avoir des zombies dans nos buissons a de quoi nous donner de sérieux cauchemars.